Amen, amen. Vous écoutez Osinachi Mwanchuku. Bonjour à tous, vous avez suivi là la légende, hein, une légende de la voix africaine, de la voix gospel, de la voix religieuse qui chantait des musiques religieuses, qui s'en est allée malheureusement très tôt et dans des circonstances dramatiques. Après nous avoir composé et chanté de merveilleuses chansons comme Écou aimé et comme celle qui passait tout à l'heure appelée de Cry. Je dis déjà bonjour à tous ceux qui sont connectés et qui écoutent ce live. Alors, deux thématiques à l'ordre du jour. Nous allons revenir sur parler, hein, nous continuons de mettre la pression comme ça autour de l'affaire de l'assassinat du petit Matisse qui nous a quittés exactement il y a 2 semaines dans des conditions très dramatiques dont tout le monde connaît déjà les circonstances puisque ça a été répété par plusieurs influenceurs dans plusieurs plateaux, sur plusieurs chaînes de télévision, de radio, dans le monde, par tous les blogueurs, par les influenceurs, par des journalistes indépendants, par des journalistes pigistes et par toute la presse, ce qui fait l'actualité au Cameroun. Donc nous allons encore parler de cet assassinat du petit Matisse et de l'arrestation et de l'incarcération de la reine des mouches.
Voilà, nous allons donc commencer. Nous nous interrogeons ici parce que ça s'est passé exactement il y a 2 semaines, c'est-à-dire samedi le 10 mai 2025. Autour de 15 heures, 2 hommes sont en train de boire dans un bar, ce qu'on appelle bar au Cameroun, qui ne sont rien que des ventes emportées. Et il y a une dispute qui éclate lorsque, comme ça, quelqu'un de l'armée, un haut gradé, je crois, pense un colonel, propose d'aider quelques jeunes du quartier et chacun donne son avis et l'assassin de Matisse, le futur assassin de Matisse, monsieur Moafo Dagobert, trouve que ce sont des jeunes qu'il ne faut pas aider parce pour ci ou pour ça, il a ses raisons. Et puis l'autre monsieur qui est dans le bar trouve que non, c'est des jeunes qui méritent avoir une chance et comme ça une discussion va éclater et ils vont venir aux mains. Et ce qui fait que monsieur Moafo Dagobert qui après s'être mesuré à l'autre monsieur n'a pas pu tenir le coup, fait semblant d'accepter sa frustration. Ils sont séparés, les forces de l'ordre sont même appelées sur les lieux. Et après, tout revient au calme. Alors, monsieur Moafo Dagobert s'éclipse, repart chez lui dans son domicile, sort un long poignard, va chercher les enfants du monsieur avec qui il s'est disputé au bar et va lui asséner comme ça quelques coups de poignard pendant que les 2 autres aînés vont fuir, se réfugier, l'un dans les toilettes, l'autre dans la chambre à coucher. Le petit Matisse qui était concentré à voir ses dessins animés et qui consommait son pain chocolat n'a pas su estimer la gravité de la situation, sûrement distrait et concentré par la série qu'il était en train de regarder, sera donc la victime sur laquelle monsieur Moafo Dagobert va s'acharner pendant de longues minutes et lui ôter la vie. Le petit, avant de rendre son dernier souffle, va quand même se battre dans le sang. Il va quand même laisser quelques empreintes de ses mains au niveau du mur et il va chercher à sortir pour aller retrouver sa mère qui, non loin de là, gère une petite échoppe. Malheureusement, il va s'écrouler et il va rendre son dernier souffle. Monsieur Dagobert, rattrapé par certains jeunes, va être tabassé et sombrer dans un coma où il aura la vie sauve grâce aux forces de maintien de l'ordre qui viendront le prendre pour l'amener dans un centre hospitalier, en l'occurrence le centre hospitalier et universitaire de Yaoundé. Donc, depuis ce moment, on a droit, on regarde, on voit un balai de ci ou de ça, des va-et-vient. On apprend que certains ministres, certaines hautes personnalités ont été le voir et se sont indignés. On ne sait pas trop pourquoi. Est-ce qu'il fallait forcément aller le voir alors que les médias, les réseaux sociaux nous avaient déjà donné son image. Et entre-temps, on ne voyait pas encore un grand balai de ces hautes personnalités auprès des victimes. On aurait dit que, bon, coucou à Emmanuel et Sola, on aurait dit que dans cette affaire, c'est monsieur Moafo qui serait la victime, alors que la victime reste bel et bien le petit Matisse et sa famille. Donc, nous nous posons juste des questions. Pourquoi est-ce que jusqu'à présent, monsieur Moafo est considéré comme un présumé assassin, alors qu'il y a des témoins vivants qui ont vu Moafo? Certaines personnes vont nous dire que oui, il est encore présumé assassin parce qu'il n'est pas lui-même passé aux aveux. Il plaide la carte de l'amnésie, c'est-à-dire il ne se rappelle de rien, il était sous l'emprise de l'alcool et autres. Donc, lui n'ayant pas dit ouvertement que oui, n'ayant pas avoué, il est considéré comme un présumé coupable. Mais il y a des témoins puisque les 2 autres enfants qui se sont cachés l'ont vu entrer. Les 2 autres enfants l'ont entendu asséner des coups. Les 2 autres enfants ont entendu Matisse dire « Tonton, tu me fais mal. Tonton, tu m'as blessé. » Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que jusqu'à présent, on le considère comme un présumé coupable alors qu'on sait que c'est lui qui a assassiné le petit Matisse. Est-ce que ce ne sont pas là déjà des indices qui nous montrent que ce procès
sera un procès truqué? Est-ce que ce procès n'est pas... Est-ce que cette histoire-là ne sera pas turlupinée? Est-ce que cette histoire-là ne sera pas manipulée pour lui trouver des circonstances atteignantes? Alors, après, nous continuons, nous allons nous rendre compte que jusqu'à présent, ce monsieur n'est pas encore descendu à Kondengui. Et ça cause problème. Et ce qui est grave, c'est que une semaine après les faits, après l'assassinat du petit Matisse, l'avocat que la famille avait contacté pour défendre leur cause auprès des tribunaux va arriver au tribunal et va trouver que on avait déjà fabriqué un autre avocat qu'on avait voulu présenter, qu'on aurait voulu présenter comme l'avocat de la famille. Et le monsieur va découvrir le poteau rose. Mais quelque temps après, le monsieur est aussi assassiné au couteau, exactement comme la victime qu'il devrait défendre. Ce n'est pas possible alors que ce monsieur effectuait un déplacement. En fait, il quittait Douala pour Yaoundé, où il allait peut-être représenter, juger une autre affaire. Il devait revenir. Ils sont stoppés en route et deux hommes encagoulés vont lui asséner à peu près 9 coups de poignard sous le regard impuissant de sa femme, avec qui il voyageait ce jour-là. Hein? Mais ça ne fait pas grand tapage. Nous n'entendons pas des gens relayer ça, nous n'entendons pas les gens parler de ça. Au contraire, on vient encore nous servir une autre histoire pour distraire même la vraie histoire. Oui, parce que comment comprendre que dans un pays, qu'une personne, moi je suis bien d'accord, hein, la reine des mouches, voilà pourquoi je dis les deux thématiques, moi je réfléchis sur les deux thématiques, parce que ce sont les deux thématiques qui font couler de l'encre pour l'instant. Comment est-ce que la reine de mouche, qui est accusée et condamnée pour diffamation, puisse arriver en prison avant un homme qui a commis un acte odieux, qui a ôté la vie à un enfant, un jeune enfant de 6 ans? Ça, moi, je ne comprends pas. Je veux bien qu'on m'explique. Je répète que je suis pour que la reine de mouche paye pour tous ces actes. En dehors même de la diffamation, pour moi, c'est une femme qui devrait être enfermée depuis parce qu'elle a commis trop de gaffes. Elle est dans un laisser-aller dans sa tête. Elle ne connaît pas la différence entre la liberté et le libertinage. Elle ne connaît pas la limite. Et il faut qu'on lui apprenne la limite en l'envoyant dans un centre correctionnel où elle peut avoir une correction, où elle peut essayer de réfléchir, de bien faire par rapport à toutes ces erreurs qu'elle commet, où on va lui montrer la limite, les freins, le Rubicon à ne pas franchir. Mais en même temps, quand on réfléchit bien, comment est-ce qu'on puisse expliquer que quelqu'un qui a ôté la vie à un jeune enfant de 6 ans, cet enfant n'est pas allé jouer chez quelqu'un, dans la cour de quelqu'un, ou pour dire que non, c'est que la maman là venait de laver ses assiettes ou ses habits, et puis lui il a tapé le ballon, c'est parti, et ça a énervé la maman là. Comme je disais toujours à mes jeunes frères, quand j'étais au pays, restez chez vous, personne ne viendra vous inquiéter chez vous. J'ai eu de la peine depuis 2 semaines à faire un live, à prendre la parole, parce que j'ai été moi-même bousculée dans mes principes. Nous avons l'habitude de dire à nos enfants, restez chez vous. Rien ne viendra vous inquiéter chez vous. Restez chez vous, on ne viendra pas vous taper chez vous. Restez chez vous, on ne viendra pas vous gronder chez vous. D'abord, qui ne connaît pas l'adage camerounais que le chien est fort chez lui. Cet enfant était chez lui. Il regardait les dessins animés dans le salon de sa famille. Il mangeait son pain au chocolat. Toute ma famille m'a appelé pour me dire, la mère, toi qui prônes toujours le fait d'être casanier là, toi qui dis toujours qu'il faut être à la maison, voilà donc un petit qui était chez lui, il regardait la télé, il mangeait son pain au chocolat. La mort est venue le trouver chez lui. J'ai dit, je n'ai pas de mots. Là, je n'ai pas de mots. Je ne savais quoi dire. Comment se fait-il qu'un enfant qui est simplement assis dans le salon familial, la maison, le domicile familial est le lieu, c'est le refuge par excellence. C'est le lieu le plus sûr où on se sent en sécurité, où on se sent aimé, où on sait qu'on ne peut pas être inquiété. Et ironie du sort, Monsieur Moifo, le sanguinaire, le démon, va quitter chez lui avec une épée en disant aux enfants, je suis venu vous tuer, vous 3. Et les 2 aînés
qui vont rapidement comprendre l'urgence de la situation, vont chacun se réfugier, l'un aux toilettes, l'autre dans la chambre. Et le petit est là, tout naïf, tout innocent, ne pouvant même pas croire que cet homme, ce gros papa, ce sexagénaire qu'il a porté, qu'il a souvent appelé comme tonton, puisse lui faire quoi que ce soit. Tonton, ne me fais pas mal. Tonton, tu me fais mal. Tonton, tu m'as blessé. Tonton, tonton. Plus l'enfant parlait, au lieu que ça le désarme, le monsieur a plutôt tué encore ici au niveau de la gorge, sectionnant forcément des ligaments importants, vitaux. Qu'est-ce qu'on peut encore dire à nos enfants lorsque la mort s'invite dans la maison? Quand on regarde encore bien, j'ai toujours parlé dans mes lives de ces histoires des bars. Toujours les bars, les discussions des bars. Il n'y a aucune raison pour laquelle on puisse ôter la vie à un être humain. Il n'y a aucune raison. Mais parfois, il y a des choses qui doivent nous amener à nous interroger, à nous questionner. Il y a des gens méchants qui n'acceptent pas, parce que ce monsieur, c'est un pervers narcissique qui tue pour son honneur. C'est juste son honneur, puisque 2 semaines avant, parce que quand nous allons parler, vous allez dire non, il faut respecter les institutions, il faut respecter les autorités, mais attendez, finalement, on ne doit pas parler ou quoi? Parce qu'on veut bien respecter les autorités, mais quand on nous dit que 2 semaines avant, ce monsieur a toujours usé de sa violence comme ça et a tué un papa. Bon, le papa n'est pas mort sur place. Il est mort, il a rendu l'âme quelques jours après à l'hôpital. Mais c'était après cette torture, après cette bagarre avec ce monsieur de Moifo Dagobert. Normalement, Moifo Dagobert devrait être en prison s'il avait été enfermé, que Mathis serait encore en vie. Alors, il faut donc reconnaître que Moifo Dagobert, qui n'a pas été enfermé pour le premier crime, mais c'est un problème de gestion du pays. Parce que les autorités sont là, les forces de l'ordre, la loi. Elle est là pour protéger les biens et les personnes. Au lieu de perdre, on avait déjà perdu une personne, minimum. Parce qu'on parle encore de d'autres graves avant. On avait déjà perdu papa ministre. Normalement, on ne devrait plus perdre Mathis. Voilà même pourquoi est-ce que la prison s'appelle centre correctionnel. Si on avait enfermé ce monsieur, que Mathis serait encore en vie. On aurait pu au moins sauver la vie de Mathis. Alors, qui est chargé de réprimer, de réprimander, d'enfermer? C'est l'État. C'est l'État. Ça, c'est le devoir de l'État. De trier dans la société des gens qui dérangent et d'essayer de corriger leur comportement en les incarcérant, en leur faisant payer des amendes, en leur faisant faire des travaux, comment on appelle ça, communautaires et tout ça. Parfois, vous voyez des gens là en route balayer la rue. Ce sont des prisonniers qui sont en train de balayer la rue pour remplir leur peine, la peine qu'ils ont reçue. Hein? Donc, on veut bien respecter l'État, mais il faut que l'État aussi se respecte. Un État qui se respecte ne laisse pas un animal comme moi, Dagobert, en divagation. Voilà qu'il a dévoré en 2 semaines 2 personnes. Hein? Qui sait ce que le petit Mathis serait devenu? Qui sait ce que le petit Mathis serait devenu? Si on avait poignardé Samuel Eto'o à cet âge-là, que serait-il devenu? Si on avait poignardé Francine Ganou à cet âge-là, que serait-il devenu? Si on avait poignardé Paul Biya lui-même à cet âge-là, que serait-il devenu? Et jusqu'à présent, on nous dit non, il est au parquet, non, on l'a ramené à la brigade, non, il est encore au parquet, on dit que les compléments d'enquête, et il y a encore ceci qui manque à la... Qu'est-ce qui manque à l'enquête là? Les 2 frères l'ont vu entrer. Et ils ont fui. Ils l'ont vu avec le couteau. Personne d'autre n'est entré dans cette maison avec un couteau. Il y a encore quoi à compléter là? Il y a encore quel complément d'enquête à apporter là? Hein? Mais c'est terrible.
Moi, j'attends depuis qu'on me dise que ce monsieur est enfermé. Mais on nous parlait de complément d'enquête dans quoi? Est-ce qu'il y avait 10 personnes qui sont entrées là-bas avec un poignard? Il n'y a pas 10 personnes dans ce quartier qui sont entrées dans cette maison ce même jour avec ce poignard. Il n'y a pas 150 personnes qui se sont querellées avec le père ou l'oncle de l'enfant ce jour-là. Il n'y a pas 10 personnes qui sont sorties de cette maison-là avec des taches de sang sur leurs vêtements. Qu'est-ce qu'on a? On parle de complément d'enquête. On peut parler de complément d'enquête dans le cadre de la justice populaire. Si par exemple, M. Moifo, bonjour à Marie-Victoire Yetna, si par exemple, M. Moifo était décédé et qu'on fasse des enquêtes, là on va dire, bon, on ne sait pas qui l'a piétiné, qui l'a tapé, qui l'a atteint mortellement. Là, il y a confusion parce que dans le cadre de la justice populaire, c'est chacun qui donne son coup, qui tape, qui fait ci, qui fait ça. Là, il y a problème parce qu'il y a beaucoup de personnes, il faut maintenant tamiser qui a donné un coup raisonnable, qui a donné le coup fatal, qui a porté, qui a fait ci, qui a fait ça. Il faut rétablir les responsabilités. Mais dans ce cas-ci, une seule personne est rentrée dans ce domicile. Cette personne, nous la connaissons de visage, nous la connaissons de nom. Elle s'appelle Moifo Dagobert. Moifo Dagobert rentre avec le couteau, il dit ouvertement, il y a des témoins auditifs et oculaires qui sont les frères de l'enfant assassiné. Je suis venu vous tuer. Les aînés, voyant qu'il avait le couteau, l'une se réfugie dans les toilettes, l'autre dans la chambre. Le petit est pris au piège. En face de lui, ce costaud, il ne sait ni aller ni à droite. Il réalise trop tard, il ne peut pas se sauver. Non, la complicité ici n'est même pas au niveau où il va sortir ou il ne va pas sortir. Elle est complice déjà, elle est déjà considérée comme complice depuis Emmanuel Essola. L'idole est considérée comme complice depuis. Pourquoi est-ce qu'elle est considérée comme complice depuis? L'idole ne sera pas considérée comme complice si son père n'est pas condamné. L'idole est déjà complice depuis. Pourquoi? Parce que l'idole ne peut pas nous dire qu'elle n'avait jamais su que son père était un homme violent. Elle ne va jamais nous dire qu'elle n'avait jamais su que son père était un bagarreur. Elle ne va jamais nous dire qu'elle n'avait jamais su que son père pouvait porter des coups mortels. Hein? Même 2 semaines avant le décès du petit Matisse, même 10 jours avant le décès du petit Matisse, l'idole aurait pu déjà se désolidariser de son père. Parce que c'est ce que les gens doivent comprendre. On n'est pas ici, tout le monde le sait. Ce n'est pas l'idole qui a poignardé l'enfant. Non. Ce n'est pas, le débat n'est pas à ce niveau. À ce niveau, il n'y a même pas de problème. Pénalement, il n'y a qu'une personne qui est responsable, c'est Moifo Dagobert. Mais ce que nous disons à l'idole, c'est quoi? C'est que l'idole qui a vécu dans un foyer où rien n'était calme. Parce que ce monsieur, je vous ai toujours dit, quand vous voyez quelqu'un faire des choses, des gaffes dehors, ça veut dire qu'il fait pire dans la maison. Il fait pire dans la maison. Un monsieur qui est très doux envers sa famille va rarement aller commettre des gaffes à l'extérieur. C'est quand la violence déborde à l'intérieur qu'elle se déverse à l'extérieur. C'est comme les vases communicants. Généralement, c'est comme ça. Donc, l'idole ne va pas dire qu'elle n'avait jamais su que son père est violent, puisque selon beaucoup de témoignages, ce même Moifo Dagobert frappait sur sa femme jusqu'à la déshabiller. Parfois, ce sont les autres mamans qui lançaient les cabas pour que sa femme s'habille. Et là où elle l'a fait fort, c'est que lorsque j'ai un pareil papa et que j'ai une carrière comme la sienne là, je ne dois pas lui faire des éloges. Je ne viendrai pas peut-être dire aux gens que mon père est ci et ça. Peut-être que je ne le ferai pas parce que après tout, ça reste ma vie privée et tout ça. Je dois préserver aussi l'honneur et puis l'image de ma famille. Mais au moins, je ne vais pas lui écrire des louanges. Je ne vais pas lui écrire des poèmes. Oh, mon premier homme, l'amour de ma vie, l'amour de la femme de ma vie, l'amour, mon premier amour. Moi, c'est de ça qu'on parle. Parce que là, elle a voulu tromper les gens, mais elle se trompait elle-même. Elle se trompait elle-même. Quand tu as un pareil papa, tu ne lui fais pas des louanges, du moins ouvertement, de manière officielle dans les réseaux sociaux avec ton compte et tout ça. C'est-à-dire qu'elle a voulu présenter un monstre comme étant un ange.
C'est là d'abord son problème. Et même quand il y a eu la bagarre et que quelques jours après, papa ministre est décédé, une autre fille, à partir de ce moment-là, même à partir de ce moment-là, elle pouvait se rattacher. Elle pouvait se rattraper. Elle pouvait se racheter. Elle pouvait dire que vraiment, mon père, machin, ceci, j'ai toujours cru que c'est ceci, mais aujourd'hui, machin, je me désolidarise de lui et tout, et tout, et tout. Non! Parce que lorsque vous ne le faites pas, je vous dis toujours ici, la vraie charité commence par sa famille. Ça veut d'abord dire l'amour, hein? Avant même le partage, c'est d'abord l'amour. Et qui aime bien dit la vérité. Qui aime bien châtie bien. Donc, même quand papa ministre est mort, une autre fille pouvait déjà prendre ses distances, faire des postes, même si ça devait être des postes codés. Là, quand l'histoire avec Mathis allait se répéter, elle allait dire, vous voyez alors pourquoi depuis une semaine ou 2 semaines, j'ai changé ma manière de publier, je ne reconnais plus mon père. Elle peut même dire que bon, oui, il a toujours été, mais il n'avait pas encore franchi ce seuil. Je ne le reconnais plus. Qu'elle serait protégée, qu'elle serait couverte. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, spirituellement, elle est responsable. Moralement, elle est responsable. Parce que nous tous, nous sommes appelés, surtout lorsque tu as déjà l'image dans ta famille. Parce qu'elle s'appelle de son nom d'artiste l'idole. Mais elle a un nom de famille. Et dans cette famille, elle est la plus connue de cette famille-là. Ça veut dire qu'elle devient la moraliste de cette famille. Elle devient le leader de cette famille. Il y a des moments où, même si quelqu'un, même si on a raison, quand tu restes comme ça, tu dis, s'il y a quelqu'un qui doit perdre quelque chose, c'est moi, parce que c'est moi qui suis devant, c'est moi qui ai le nom. Donc, en mon nom, je vous déconseille de faire ceci, parce que ça va m'éclabousser. Hein? C'est de ça qu'on parle. On ne dit pas que c'est tout le monde sait que ce n'est pas l'idole qui a pris le couteau et qui a poignardé. Hein? Mais à partir du moment où elle couvre les actes de son papa, elle essaye d'intervenir pour dédouaner son papa. Son papa a souvent fait même la prison. J'ai appris qu'il a déjà été condamné une fois pour, si c'est combien d'années, il a juste fait 1 an, il est sorti. Donc, elle intervient, ça veut dire que quelque part, elle encourage. C'est comme une bonne maman. Quand ton enfant a fait des gaffes, il a manqué de respect à la voisine ou au voisin, et que le voisin se plaint, au lieu de réprimander l'enfant devant le voisin, d'exiger que l'enfant demande des excuses pour que l'enfant connaisse ses limites. Toi, tu commences plus à dire, ah, vous êtes jaloux de mon enfant, laissez mon enfant tranquille. Il a cassé ton plat, ton assiette coûte combien, je paye. Non, ça veut dire que toi, tu encourages cet enfant. Et quand cet enfant aura fini de faire les gaffes là, il reviendra te faire les gaffes là avec toi. C'est pour ça qu'on dit aussi dans un adage que lorsque tu aiguises un couteau, tu l'aiguises d'abord contre toi, tu n'aiguises pas ça contre les gens. Parce que ce couteau-là, l'idole a participé à l'aiguiser tant que c'était chez les autres. Aujourd'hui, qu'elle voit que ça va nuire à sa carrière, il est temps maintenant, elle va se remettre en question. Parce que ce couteau-là va elle-même la poignarder, ou bien l'a même déjà poignardé. Sa carrière ne sera plus jamais la même. C'est seulement parce que nous, les Camerounais, nous sommes ce que nous sommes. Nous aimons l'indignation sélective et nous aimons le là. Ça dit que nous nous indignons maintenant, mais demain, quand elle sera en concert, nous serons encore les mêmes qui allons acheter les billets pour aller à ces concerts. Hein? Au niveau du Cameroun, le salaire minimum est à combien? Ou c'est 35 000, ou c'est 37 000. Mais voilà une personne qui fait des concerts de 50 000 et les Camerounais trouvent de l'argent pour y aller. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas, coucou au général Mawiba, il ne s'agit pas d'autre chose. Il s'agit ici de savoir se démarquer. Lorsque quelqu'un commence à commettre des gaffes qui nous peuvent je dis que même entre frères et sœurs, moi tu es mon frère, tu commences à faire certaines choses que je coupe les ponts et c'est sans remords, c'est sans regret. Hein? Parce que si j'essaye de te parler et que tu n'écoutes pas, j'essaye de tout faire, tu n'écoutes pas, à un certain moment, je suis obligé de couper les ponts avec toi. Oui. Parce que sinon, non seulement tu risques de m'éclabousser, mais tu risques même de me convertir. Oui, tu risques même de m'amener à être complice, de m'amener même à être acteur, co-acteur de tout ce que toi tu fais.
Il faut savoir dire non. Donc, ce n'est pas si on le condamne ou bien si on ne le condamne pas que Lidl sera complice. Lidl est complice depuis parce que par son silence, elle a couvert son père. Hein? Je dis bien qu'elle n'était pas obligée de venir nous dire ce qui se passe dans sa famille. Personne ne vient exposer sa famille comme ça à la vindicte populaire. Mais on ne vient pas non plus louer la personne, lui faire des éloges, lui écrire des poèmes, des slams et tout ça. Alors qu'au fond de nous, on sait que la personne c'est un monstre. Parce que qu'est-ce qui ne nous dit même pas que Lidl là a vécu des choses horribles. On sait aujourd'hui dans des familles qu'il y a des papas tellement autoritaires que parfois même ses parents abusent même de leurs enfants, mais la maman ne peut pas parler. Hein? D'autres abusent même de leurs enfants et la maman n'a pas assez de charisme pour s'opposer ou bien voir quoi que ce soit. Ici en Allemagne, ça ne fait pas, non, en Autriche, ça ne fait même pas 10 ans. Je ne sais pas, non, je ne pense même pas que ça fait déjà 10 ans. Que une fille a été libérée qui avait été enlevée par son père à l'âge de 18 ans, 17 ans et demi, 18 ans. Il a séquestré sa fille dans la cave pendant 2 décennies à peu près. 2 décennies à peu près. Il lui a fait 8 enfants. Tout ça pourquoi? Parce que il revoyait la jeunesse de sa femme sur sa fille aînée. Et à un certain moment, la fille a compris que ça n'allait pas. Elle a fugué, mais elle n'avait que 16 ans. Elle a dit qu'elle ne peut pas. Son père est trop autoritaire, elle ne peut pas. Mais comme elle n'avait que 16 ans, après avoir fugué, la police l'a ramenée à la maison. Quand le monsieur a vu que bientôt la petite aura 18 ans, et lorsqu'elle fuguera, la police ne sera plus obligée de la ramener à la maison, il a donc conclu qu'il fallait plutôt séquestrer sa fille et que celle-ci devienne son épouse. Comme il était ingénieur, il savait bricoler et tout, il a modifié le plan de la cave. Il y a fait 2 chambres, un petit salon et tout. Il ravitaillait la cave et tout ça. La femme ne pouvait pas imaginer que la fille qui était portée disparue est dans la cave et elle est devenue même sa épouse. Elle ne pouvait pas imaginer. La petite a fait, je crois, elle a fait 7 enfants. 7 enfants et elle a enterré, je crois, 2 au niveau de la cave. Et comme la cave n'était pas grande, un bon matin, le monsieur écrit une lettre. Il fait semblant d'être la fille. Oh, papa, maman, ne me cherchez pas. Non, non, c'est l'affaire Fritzl. C'est l'affaire Fritzl. Ça s'est passé en Autriche. Il dit, papa, maman, ne me cherchez pas. Je suis partie dans ma secte. Voilà, j'ai eu plusieurs enfants. Je vous donne 2 enfants parce que je ne peux pas m'en occuper et tout, et tout, et tout, et tout. Un bon matin, la femme se lève, elle trouve seulement ses 2 petits-fils devant la porte. Elle est dépassée. Mais c'est une maman un peu, comment je peux dire, négligente. Elle n'a pas de charisme. Elle n'est pas curieuse. Elle aussi, elle accepte. Elle dit, oh, j'avais cru l'avoir perdu. Si au moins je peux élever mes petits-fils, c'est sans problème. Que tout ça, c'était les manipulations de M. Fritzl. Tout ça, attendez, je vous trouve le documentaire. Je vais projeter, je vais essayer de vous traduire ça. Juste pour que vous sachiez que dans nos familles, là, il y a certains hommes qui sont malades, qui sont de vrais bourreaux pour leur famille. Il y a des gens qui sont des manipulateurs. Et ils manipulent la maman, ils manipulent les enfants. Hein? Donc, qui sait même si celle-là n'est pas sous l'emprise de son papa, d'un papa gourou depuis des années? Qui sait? Personne ne peut savoir si son père ne l'a pas souvent frappé, si son père ne l'a pas souvent violé. C'est des questions que je me pose. Hein? Parce qu'on a l'impression qu'il a une emprise très très forte sur l'idole elle-même. Il a une emprise très très forte. Et cette emprise-là peut être physique, elle peut être mystique, elle peut être spirituelle, elle peut être tout ce qu'elle est. Je vais vous chercher la vidéo de Fritzl pour illustrer mon propos. Et je vais vous traduire ça parce que c'est en allemand. C'est une histoire qui s'est passée en Autriche. Donc, on va chercher un peu le cas Fritzl. Vous avez entendu parler, tout le monde entier a parlé de cette histoire. Il y a aussi le cas Natacha Kampusch. Bon, Natacha Kampusch, elle avait été enlevée par quelqu'un d'autre. Mais là, c'est le papa qui enlève sa propre fille et qui en fait son épouse. Et qui lui construit un petit appartement dans la cave. Pendant des années. Hein?
et qui lui fait des enfants. À la fin, la petite est sauvée comment? Un enfant tombe gravement malade. Et la petite lui dit, ouais, quand même, on va encore perdre celui-ci. Permet que l'enfant aille à l'hôpital. Oh, patati patata, c'est comme ça que l'enfant est hospitalisé. Madame, quel est cet enfant? Où est sa carte de santé? On ne voit pas si elle a un jour fait les vaccins, mais où est-ce qu'elle vivait depuis? C'est comme ça que la femme aussi supplie que, ouais, je veux aussi aller à l'hôpital rendre visite à la petite. Ouais, pardon, permets-moi d'aller à l'hôpital rendre visite à l'enfant. Elle arrive donc à l'hôpital et elle profite de sa présence à l'hôpital pour dire, je suis telle que vous recherchez depuis plus de 18 ans. Mon père m'avait caché dans la cave, il m'a fait 7 enfants. Une histoire terrible. Attendez, j'essaie de retrouver la vidéo, je vais vous montrer ça. Voilà, 24 ans dans la cave. Pendant 24 ans, un quart de siècle. Un instant, hein, la publicité, j'ai retrouvé le documentaire. C'est partout. Il s'appelle Fritzl. F-R-I-Z-I-T-Z-L. F-R-I-T-Z-L. Joseph Fritzl. Dass die 6 Kinder eindeutig als leiblichen Vater den 73-jährigen Josef Fritzl haben. Gehen wir jedoch ein Jahr zurück. Joseph Fritzl, âgé de 73 ans, a enlevé sa propre fille, l'a séquestrée dans la cave pendant 24 ans et lui a fait 6 enfants. Les 6 là sont ceux qui sont vivants. Hein. Entre-temps, ils ont perdu 2 puisqu'elle accouchait dans la cave. Et il y avait des accouchements qui étaient difficiles, les bébés mouraient. Oui, mais apparemment, c'est des ragots, Tout ça, c'est des histoires pour montrer que la famille est corruptible. La famille n'a jamais rien reçu. La famille ne veut pas l'argent, la famille veut la justice. Ça, c'est des histoires, ce sont des manipulations pour fermer le dossier. Nervöse, damals 73-jährige Mann, eilte ins Krankenhaus Amstetten, begleitet von einer jungen Frau, die vom Krankenhauspersonal zunächst für seine Tochter gehalten wurde. Doch als sie seine vermeintliche Tochter näher untersuchten, wir schreiben den 16. März 2009 am Landesgericht St. Pölten in Österreich. Josef Fritzl. Là, nous sommes le 16 mars 2009. Voilà, donc c'est une histoire. Oh, ça fait quand même un peu longtemps. 16 mars 2009. Suivez bien. Le monsieur arrive à l'hôpital accompagné d'une jeune fille. Tout le monde pense qu'il s'agit d'un monsieur qui est venu à l'hôpital avec sa fille biologique. Ce n'est qu'après quelques questions que le personnel de l'hôpital va se rendre compte que, en réalité, elle est plutôt une jeune femme qui est mère d'enfants de ce dernier. Bref, suivons. Wird gerade zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Ergebnis seit wenigen Stunden heißt, dass die 6 Kinder eindeutig als leiblichen Vater den 73-jährigen Josef Fritzl haben. Gehen wir jedoch ein Jahr zurück. Quelques heures après les examens ADN vont confirmer que le monsieur Fritzl est effectivement le père biologique des 6 enfants de cette jeune fille. Der sichtlich nervöse, damals 73-jährige Mann eilte ins Krankenhaus Amstetten, begleitet von einer jungen Frau, die vom Krankenhauspersonal zunächst für seine Tochter gehalten wurde. Doch als sie seine vermeintliche Tochter näher untersuchten, kam Entsetzen über ihren körperlichen Zustand auf. Ihre Haut blass und die wenigen Zähne, die sie noch hatte, verfault und teils ausgefallen. Der Schock wurde noch größer, als sie erfuhren, dass die junge Frau nicht seine Tochter, sondern seine 19-jährige Enkelin war. Doch das, was sie bisher gesehen hatten, war nichts im Vergleich zu dem, was sie in wenigen Minuten... Quand le monsieur arrive avec la jeune fille de 19 ans, la jeune fille de 19 ans est très malade. Elle est très malade, elle a la peau moite, donc sûrement elle avait des problèmes d'anémie, les dents tombent, donc ses dents tombaient comme les dents d'un nonagénaire. Et les gens se posent donc la question, mais où était-elle depuis? Pourquoi on ne la revoit pas, on ne la voit pas dans le système de santé de l'Autriche?
Et c'est après qu'on va se rendre compte que non, il s'agit là plutôt de sa petite fille. Donc, de l'enfant de son enfant, qui est en réalité son enfant. C'est sa fille biologique, mais c'est aussi sa petite fille parce que c'est l'enfant de son enfant. Herausfinden würden. In den Worten des Opfers: Niemand wird mir glauben. Josef Fritzl wurde am 9. April 1935 in Amstetten, Niederösterreich, als Einzelkind geboren. Seine Eltern waren Maria und Josef Fritzl Senior. Sein Vater war stark alkoholabhängig und verließ die Familie, als Josef gerade einmal 4 Jahre alt war. Damit blieb er bei seiner Mutter, die ihn alleine großzog. Josef Fritzl Senior starb schließlich während des Zweiten Weltkriegs, als er für die Armee des nationalsozialistischen Deutschlands kämpfte. Sein Name ist auf einer Gedenktafel im Zentrum Amstettens graviert. Im Jahr 1956 heiratete der 21-jährige Fritzl. Bon, je vous traduis juste l'essentiel. Hein. Le monsieur avait un papa, donc le papa c'est monsieur Joseph Fritzl. Il avait un papa qui était alcoolique. Et lorsque il a 4 ans, le papa les abandonne et lui, il est élevé par sa maman. Plus tard, le papa va s'engager soit pour l'armée et il va soit mourir au front, un truc comme ça. Donc ça, c'est d'abord un monsieur, parce que c'est comme ça que les Blancs, ils font les enquêtes ici. Normalement, depuis qu'il y a eu ce problème d'assassinat de Mathis là, parce que beaucoup de gens mettent meurtre. Non, ce n'est pas un meurtre, c'est un assassinat. Parce que le meurtre, c'est quelque chose de spontané. Par exemple, toi et moi, on se querelle. On n'avait pas prévu se quereller il y a une semaine. On n'a pas prévu ce matin-là se quereller. Et pendant qu'on lutte, je donne un coup, tu meurs. Là, c'est un meurtre. Et c'est un homicide involontaire. Mais là, il est parti chercher le couteau. Ça veut dire qu'il a planifié au moment où ils étaient assis. Quand il a senti que le père ou l'oncle de Mathis est plus fort que lui, il a planifié l'assassinat. Il est allé s'armer, parce que le couteau, ça fait partie des armes blanches, ou bien le poignard. Il s'est armé, et quand il est venu, il a dit, je suis venu vous tuer, je veux 3. Donc là, c'est l'assassinat, parce qu'il a planifié. Hein? Donc, on suit. Voilà comment les Blancs font les enquêtes. Hein? Normalement, au lieu de nous dire, il est au parquet, on cherche les compléments, on fait les ceci, l'idéal même devait être interrogé. La maman de Lidl devait être interrogée. On devrait savoir, on devrait chercher à savoir dans quelles conditions ce monsieur Moafo Dagobert a grandi. Est-ce qu'il était épanoui? Est-ce qu'il a eu un papa qui était exemplaire? Parce qu'on doit chercher à comprendre son acte. Et on ne peut chercher, on ne peut comprendre son acte que si on fouille, on entre vraiment dans l'ADN de sa famille. Ça veut dire qu'on essaie de voir, est-ce qu'il était épanoui enfant? Est-ce que quelque chose lui a manqué? Est-ce qu'il lui a manqué la discipline? Parce qu'apparemment, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la limite. Ça veut dire que quelque part, il lui a manqué la structure, la discipline, le ceci. C'est ces enquêtes-là qu'on devrait faire. C'est ces enquêtes-là qu'on devrait faire. Qui était son père? Qui était sa mère? Est-ce que, dans quelles conditions il a grandi? Est-ce que machin, parce que beaucoup de gens qui font parfois des gaffes, c'est parce qu'il leur a manqué à un certain moment une figure paternelle à la maison. Il leur a manqué une figure maternelle à la maison. Ils ont grandi dans un laisser-aller, dans un désordre où ils ne savent pas trier. Et plus tard, il ne peut pas faire la différence entre son épouse et sa fille. Je ne suis pas psychologue, mais c'est comme ça que ça se passe. Voilà un monsieur qui a enlevé sa propre fille pendant 24 ans, l'a logée dans la cave et lui a fait des enfants. Mais on te dit qu'on va voir qui est son père, qui est son grand-père, jusqu'à déceler. Pour faire quoi? Pour à l'avenir prévenir certaines situations. Voilà pourquoi certains enfants sont placés dans des familles d'accueil lorsque dans la famille biologique ça ne va pas. Ou bien lorsqu'on constate que dans la famille biologique il y a des choses qui ne tournent pas rond. Pourquoi? Parce qu'on ne voudrait pas que cet enfant-là ait des manquements et devienne un poison demain pour la société. Die damals 17-jährige Rosmarie. Zu dieser Zeit war Josef als angesehener Elektroingenieur bekannt. Doch etwa 10 Jahre nach ihrer Hochzeit im Jahr... Il est électro-ingénieur et il se marie à l'époque à une femme qui est âgée de 17 ans. Et il va enlever sa fille exactement à cet âge-là. Pourquoi? Parce qu'il va confondre maintenant sa fille à sa femme
lorsqu'il a rencontré son épouse. Donc il oublie que ça c'est le fruit, ça c'est mon sang, hein? Ça c'est ma chair. Il va voir maintenant en sa fille, sa femme à l'âge de 17 ans. Et il va décider d'en faire son épouse. An 1967 kamen erste Hinweise auf Josefs abweichendes Verhalten ans Licht. Er brach in das Haus einer 24-jährigen Krankenschwester ein, bedrohte sie mit einem Messer und vergewaltigte sie. Dafür wurde er verhaftet. Un jour, il a fait venir une infirmière de 24 ans chez lui, sous prétexte que quelqu'un dans la famille était malade et qu'ils avaient besoin des soins infirmiers. Quand l'infirmière arrive chez lui, il la ligote et puis il la viole. Il avait été condamné, mais après il était sorti. Donc il avait purgé sa peine, il est sorti. Déjà ça c'est un truc qui avait fait tic. Et c'est la même chose. Moi, il ne peut pas se lever comme ça. Il n'a jamais tué, il n'a jamais violé, il n'a jamais tapé et il va poignarder un enfant. Non. Généralement, ils font d'abord des gaffes moindres, après ils font un peu plus grand, après la mort parfois c'est en dernière position. Donc ce mois-là a forcément souvent tabassé. Ce mois-là a forcément violé. Ça ne se passe jamais. Suivons. Und verbrachte 12 Monate seiner 18-monatigen Haftstrafe im Gefängnis, bevor er entlassen wurde. Zusätzlich wurde... Bon, il avait été condamné à 18 mois d'emprisonnement ferme. Mais après 12 mois, comme il se comportait bien, il a été libéré. Donc normalement, à partir de là, les services secrets devraient le surveiller. On devrait le contrôler. Er als verdächtig. Du möchtest wissen, wo die Immobilienpreise gerade fallen, wo sie vielleicht gleich bleiben? Wir schreiben den 16. März 2009 am Landesgericht ihr viertes Kind namens Elisabeth, nachdem sie bereits 2 Töchter und einen Sohn hatten. Elisabeths Kindheit war alles andere als einfach. Josefs schlechtes Verhalten prägte den Alltag der Familie und es kam häufig zu Streitigkeiten zwischen ihm und Elisabeth, die oft in Gewalt endeten. Die Misshandlungen beschränkten sich nicht nur auf Elisabeth. Josef war gegenüber seiner Frau und allen Kindern gewalttätig. Elisabeth wurde besonders... Il tapait sa femme, il tapait ses enfants. Il avait un comportement belliqueux envers tous ses enfants et violent. Y compris la femme et les enfants, il terrorisait tout le monde dans la famille. Geschlagen, da sie eine der wenigen war, die sich ihrem autoritären Vater widersetzte. Neben der körperlichen Gewalt, die Josef gegenüber Elisabeth und ihren Geschwistern ausübte, begann er, Elisabeth ab ihrem 11. Lebensjahr sexuell zu misshandeln. Nachdem sie mit 15 Jahren ihre Schule... À partir de 11 ans, son père a commencé à la violer. Il a commencé à abuser d'elle sexuellement. À partir de l'âge de 11 ans. Elle était la seule qui disait non à son père. Et à l'âge de 15 ans, elle n'en pouvait plus. Elle va faire une fugue. Elle va raconter des trucs, mais la police ne va pas la croire. On va la ramener dans la maison de son père. Ausbildung abgeschlossen hatte, begann Elisabeth eine Ausbildung zur Kellnerin. Doch bevor sie diese beenden konnte, entschied sie, dass sie genug vom Missbrauch zu Hause erlitten hatte. Im Januar 1983 lief sie gemeinsam mit einer Kollegin von zu Hause weg nach Wien. Die Polizei fand sie innerhalb von 3 Wochen und brachte sie zu ihren Eltern zurück. Nach ihrer Rückkehr setzte Elisabeth... À un certain moment, la petite dit « j'en ai marre ». Elle avait commencé une formation pour être serveuse. Vous savez qu'ici, en Europe, même pour balayer le sol quelque part, il faut faire la formation. Et maintenant, elle n'en pouvait plus, vu ce qu'elle vivait à la maison. Elle a donc décidé de partir de la maison. Elle est allée s'installer à Vienne. Et la police, le monsieur est allé porter plainte pour disparition inquiétante. La police a travaillé pendant 3 semaines, ramener la fille, retrouver la fille et la ramener chez ses parents, puisqu'elle était mineure. Elisabeth ihre Ausbildung fort und erhielt schließlich ein Jobangebot in der nahegelegenen Stadt Linz. Elisabeth hoffte, dass sich ihr Leben endlich zum Besseren wenden würde. Leider sollte es anders kommen.
Da Josef wusste, dass Alors, quand même, elle revient chez ses parents, elle finit sa formation, elle commence à travailler pas non loin de la maison et elle espère que, entre-temps, son père a appris de quelque chose puisqu'elle a fait une fugue. Elle a été ramenée, bon, peut-être que son père ne va plus la violer, peut-être qu'elle aura sa paix maintenant. Non, 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 son père, lui, il a d'autres plans. Parce que maintenant, il voit que bientôt, elle aura 18 ans. Et quand elle aura 18 ans, elle aura le droit d'aller là où elle veut sans qu'on ne puisse la ramener de force. Donc, lui, il décide plutôt d'anticiper et de passer à l'action. Elisabeth bald nach Linz gehen und damit seiner Kontrolle entzogen sein würde, beschloss er, seinen lange geplanten Plan in die Tat umzusetzen. Am 28. August 1984, kurz nach Elisabeths 18. Geburtstag, lockte Josef sie in den Keller des Familienhauses, in dem 1984, juste quelques mois avant son 18e anniversaire, le monsieur décide que sa fille ne lui n'échappera pas à son contrôle. Il la ménage dans la cave et il l'enlève, il la loge dans la cave. Entre-temps, il fait comme si elle est partie. Puisqu'elle avait déjà fugué à 15 ans, il fait un mot et sa femme va croire. Elle est naïve, elle va croire. Même si elle n'était même pas naïve, elle n'a pas de parole. Puisque le monsieur terrorise tout le monde dans la famille. Qui sait si c'est le cas de la famille de l'idole? Hein? Donc les enquêtes devraient même plutôt aller même dans ce sens-là. Parce qu'il faut comprendre ce qui a fait de moi le monstre, ce qui a fait de lui le monstre. On devrait aller jusque dans voir comment il a grandi, comment il est né, est-ce qu'il était épanoui, est-ce que, pour mieux comprendre. Ihr sagte, dass Hilfe beim Tragen einer Tür benötigen würde. Tatsächlich hatte Josef in den letzten 6 Jahren einen Raum gebaut, den er seiner Familie als unterirdischen Bunker gegen Atomangriffe vorgestellt hatte. Inmitten des Kalten Krieges zwischen den... Entre-temps, 6 ans avant tout ça, il avait dit à sa famille que bon, on ne sait jamais, hein, il peut avoir encore la guerre, il faut qu'on aménage bien le bas, que ce soit comme un bunker, que s'il y a un problème, on peut se réfugier en bas. USA und der UdSSR und der ständigen Angst vor einem möglichen Atomkrieg erschien es nicht ungewöhnlich, einen solchen Bunker im eigenen Haus zu haben. Doch Josef baute keinen Schutzraum. Der angebliche Bunker war lediglich eine Tarnung für seine wahren Absichten. An jenem Augustabend sollte Elisabeth erfahren, was er tatsächlich vorhatte. Als sie ihrem Vater half, die letzte Tür zu dem Bereich zu sichern, hielt sie die Tür, während er vorgab, sie zu befestigen. Plötzlich schlug er die Tür in ihr... Il a trompé dans sa fille en lui disant, écoute, il y a des portes là qu'on doit transporter pour amener à la cave. Et quand ils ont donc transporté la dernière porte pour amener à la cave, elle ne savait pas que c'est la porte qui allait se refermer sur elle. Entre-temps, lui, il avait menti qu'il construisait le bunker si jamais il y a une guerre et tout. Mais en réalité, c'est parce qu'il avait déjà dans ses plans qu'il faut qu'il enlève sa fille et qu'il la loge à l'intérieur. Gesicht und stieß sie zurück in den Raum, oder genauer gesagt, in das Gefängnis. Er rannte hinein, hielt ihr ein mit Äther getränktes Tuch vor den Mund und wartete, bis sie bewusstlos wurde. Dies war der Beginn ihres neuen Lebens. Ein Leben isoliert von der Gesellschaft, in dem sie nur knapp von ihrem Vater am Leben gehalten. Il a donc poussé comme ça sur le lit et il lui a mis un chiffon au niveau des voies respiratoires, c'est-à-dire les narines et la bouche, jusqu'à ce que la petite s'évanouisse, qu'elle perde connaissance. Et cela, il l'a violée et c'était le début de sa vie. Elle qui avait pensé que sa vie allait changer de sens, sa vie allait s'améliorer, c'est plutôt une nouvelle vie dans le scandale qui allait s'améliorer hors de toute société. En réalité, il ne lui avait pas construit un appartement, il lui avait construit une prison. Das Gefängnis war ein beengter, aber raffiniert geplanter Raum, verborgen hinter einem kleinen quadratischen Eingang, der mit einem aufwendigen Zahlenschloss gesichert war, das nur Josef bedienen konnte. Comme il était ingénieur en électricité, il a installé une porte avec un système électrique à chiffres dont lui seul détenait les codes. Donc quand tu rentres dans la cave, dès que tu es à la cave, il y a une porte. Pour accéder aux autres pièces, il faut passer par cette porte, mais il faut donner un numéro de code et c'est lui seul qui avait le code. Tür des Raums zu gelangen, musste man an nicht weniger als 8 verschlossenen Türen vorbeikommen, die Josef akribisch geplant und gebaut hatte. Nach Elisabeths Verschwinden. Et après cette porte-là,
Pour arriver là où la fille était, il fallait déverrouiller encore 8 autres portes. Mais si on n'est pas fou et malade, sorcier, démon, tout ça réuni, tout ce qu'il y a de négatif réuni là, comment on peut arriver à ça? Comment on peut arriver à ça? Comment on peut devenir un monstre comme ça? Ta propre fille. Meldeten Josef und Rosemarie ihre Tochter bei der Polizei als vermisst. Josef erklärte den Beamten, dass sie weggelaufen sei, um sich einer Sekte anzuschließen, und dass er dies schon vermutet habe, da sie sich zunehmend dafür interessiert habe. Allerdings war er der Einzige. Après, il fait un mandat de disparition à la police, que sa fille a encore fugué. Et il dit à la police, vous vous rappelez que tel moment elle avait fugué, j'ai dû recourir à vous, c'est vous qui l'avez ramenée, vous l'avez retrouvée à Vienne, vous l'avez ramenée, elle est encore partie parce que ce dernier moment, elle parlait d'une secte. Donc elle est partie, elle a préféré aller vivre dans sa secte et tout. Il est resté tranquille. Entre-temps, la police a cru. La police a cru à ce monstre. Que oui, la fille est partie, elle appartient à une secte. Der von Elisabeths angeblichem Interesse an Kulten sprach. Weder Rosemarie noch andere Familienmitglieder hatten dergleichen bemerkt. Die Polizei erinnerte sich jedoch an den früheren Vorfall, als Elisabeth mit einer Arbeitskollegin weggelaufen war und vermutete deshalb, dass sie erneut davongelaufen sei. Diese Theorie wurde durch einen Brief unterstützt, den Josef sie unter Zwang schreiben ließ. In diesem Brief erklärte Elisabeth, dass sie das Leben mit ihrer Familie satt habe und warnte ihre Eltern davor, nach ihr zu suchen, da sie sonst das Land verlassen würde. Der Brief überzeugte die Polizei. Entre-temps, sous la menace, il donne un bout de papier à sa fille et il demande à sa fille d'écrire une lettre. Dans la lettre, de dire qu'on ne la cherche pas. Elle va rester dans sa secte et puis elle va même quitter le pays parce que sa secte est représentée un peu partout. Donc que ses parents ne la cherchent pas. Entre-temps, quand la maman et la police voient la lettre, on dit au père que, bon, oui, est-ce que toi tu reconnais que c'est l'écriture de ta fille? Il dit oui. On demande à la maman dit que oui, c'est l'écriture de notre fille. Donc pour la police, c'est truc classé puisqu'elle a laissé une lettre et les parents affirment que c'est son écriture. Et c'est terminé. Sei endgültig davon, dass Elisabeth freiwillig gegangen war, und sie schlossen den Fall ab. Voilà. Ils ont décidé de fermer le dossier puisque quand ils regardent même, elle avait déjà presque 18 ans. Donc, à 18 ans, on a le droit de disparaître, on a le droit d'aller s'installer là où on veut, comme on veut, parce qu'on est majeur. Donc, le dossier est bouclé. Elisabeth fast täglich in ihrem unterirdischen Gefängnis, um ihr Essen und andere Vorräte zu bringen. Schon am zweiten Tag ihrer Gefangenschaft begann er auch, sie fast täglich zu vergewaltigen, manchmal sogar mehrmals am Tag. Später gab Josef zu, dass er sich emotional von seinen Taten distanzierte, indem er Elisabeth dabei nie ins Gesicht sah. Nach 5 Jahren, in denen Elisabeth allein in dem Keller lebte. Bon, la vérité c'est que en Europe, beaucoup de femmes ne vont pas à la cave. Les femmes vont à la cave rarement. Beaucoup de femmes vont rarement. Généralement, ce sont les femmes seules qui peuvent aller. Quand on est marié, c'est des trucs du mari, puisque généralement la cave c'est pour garder des meubles dont on n'en a plus besoin, le temps qu'on les jette, ou bien des provisions, voilà. Donc ce n'est pas un endroit où on va constamment. Et ici, il y a beaucoup de femmes qui ont peur de la cave, d'aller à la cave, parce que parfois, à l'entrée de la cave, là, une entrée de cave peut avoir même les caves de 5... bon, là-bas, c'était une cave privée, puisque eux, ils avaient une grande maison seule. Mais généralement, pour ceux qui sont dans des immeubles, on partage le couloir de la cave avec d'autres locataires. Ce qui fait que pour aller à ta cave, en allant à ta cave, tu peux rencontrer quelqu'un d'autre qui te viole. La cave a toujours été un endroit où beaucoup de mauvaises choses se passent. Ce qui fait qu'il y a certaines femmes qui ne vont pas à la cave. Elles savent que bon, elles font aveuglement confiance à leur mari qui y vont et tout ça. Donc, bon, cette femme était un peu trop, je trouve aussi qu'elle était un peu trop naïve. Und Josef kaum mit ihr sprach, kamen die ersten Babys zur Welt. Für Elisabeth war es zunächst erschreckend, ein Baby im Keller zu haben, aber sie gaben ihr auch dringend benötigte Gesellschaft und einen Lebenssinn, nachdem sie jahrelang mit Selbstmordgedanken gekämpft hatte. Während ihrer 24-jährigen Gefangenschaft gebar Elisabeth 7 Kinder, die von ihrem Vater gezeugt wurden. Aus einem noch ungeklärten Pendant les 24 ans là, son papa la violait presque tous les jours et elle a eu 7 enfants avec son papa. 7.
Grund wählte Josef 3 dieser Kinder aus, um offen mit ihm, seiner Frau und dem Rest der Familie im Haus zu leben. Dies erreichte er. À un certain moment, il a enlevé 3 de ses enfants pour les amener en haut. En fait, la femme se lève un matin, elle trouve un mot comme d'habitude. Papa, maman, voilà, moi je m'épanouis dans ma secte, hein, mais voilà vos 3 petits-fils, comme je vous ai raconté tout à l'heure. Donc c'était 3. En fait, le monsieur a fait ça par stratégie, parce que la cave n'avait que 3 pièces, un petit salon et 2 petites chambres. Donc, 7 enfants plus la maman, ça faisait 8 personnes, c'était un peu trop. Donc, à un certain moment, il a choisi 3 qui devaient monter et puis les autres sont restés dans la cave. Verschiedenen Zeitpunkten auf der Veranda des Familienhauses ablegte, Donc voilà, zusammen mit avec ses weiteren petits-fils. Briefen, die er Elisabeth unter Zwang schreiben ließ. In den Briefen erklärte sie, dass sie die Kinder bei ihren Eltern abliefere, weil sie nicht in der Lage sei, sich um sie zu kümmern. Von den 4 Kindern, die Comme d'habitude, le même mode opératoire, il dit à la petite, écris une lettre que tu ne peux pas garder les enfants et que tu donnes les enfants à tes parents et tout et tout. Et c'est avec cette lettre-là, il va maintenant aller au niveau des mairies et on va établir les actes de naissance aux enfants et on va leur attribuer les enfants. On va leur attribuer les enfants. gezwungen waren, mit Elisabeth im Keller zu leben, wurde eines mit Atemproblemen geboren und starb kurz nach der Geburt. Die anderen 3... Il y a un enfant qui est né avec une faiblesse respiratoire et qui, quelque temps après la naissance, est décédé. Stefan und Felix blieben bei Elisabeth in dem Verlies. Elisabeth erhielt keinerlei medizinische Hilfe und musste alle 7 Kinder ohne Unterstützung im Keller zur Welt bringen. Zur Vorbereitung stellte Josef ihr Desinfektionsmittel, eine schmutzige Schere und ein Buch über Geburtshilfe aus den 1960er Jahren zur Verfügung. Als Michael, das Kind mit den Tous ces accouchements, elle n'a jamais eu une aide médicale ou une assistance médicale. Tout ce qu'il faisait, c'est qu'il avait acheté un vieux livre sur les accouchements naturels et puis il lui avait déposé une vieille paire de ciseaux et des vieux instruments, donc juste du matériel précaire pour couper le cordon ombilical et c'est tout. Atemproblemen starb, verbrannte Josef seinen Körper im Ofen. Sozialarbeiter wurden mehrfach zu ihrem Haus gerufen, da die Kinder... Comme l'enfant qui était né avec la faiblesse respiratoire était décédé, le monsieur l'a brûlé dans la cheminée. Puisqu'il fallait faire disparaître le corps, il ne peut pas mener le corps à la morgue, il ne peut pas faire signaler le décès. Donc, il décide comme ça de faire brûler. Et jusque-là, la femme même ne se rend pas compte. Tellement il a de l'emprise sur la famille que interdisant même de se poser des questions. Kinder angeblich vor der Tür abgesetzt wurden und Josef überzeugte sie jedes Mal von seiner Geschichte. Es gab jedoch mehrere Anzeichen, dass etwas nicht stimmte. Als das zweite Kind auf der Türschwelle der Fritzels... Donc le reporter, le journaliste même dit que vraiment il y avait quand même beaucoup d'indices qui prouvaient que quelque chose n'allait pas dans cette famille. Il y avait quand même beaucoup d'indices. Comment on peut brûler, même si c'est le corps d'un bébé, sans qu'une personne s'en aperçoive que l'odeur, si n'est pas l'odeur du bois normal. Qu'est-ce qu'on a mis ici dans cette cheminée? Pourquoi ça sent comme ça? Rien. ...wurde, war es Rosemarie Fritzl, die das Kind entdeckte. Sie berichtete einem Sozialarbeiter, dass sie kurz vor Mitternacht ein Baby draußen weinen hörte. Als sie die Tür öffnete, fand sie das Kind in einem Kinderwagen liegend vor. In diesem Moment klingelte das Telefon. Eine Person, die sich als Elisabeth ausgab, entschuldigte sich dafür, das Kind vor der Tür abgestellt zu haben. Rosemarie erkannte sofort, dass es sich um eine Aufnahme und nicht um ein Live-Gespräch handelte, also legte sie auf. Doch das Telefon klingelte sofort wieder. Als sie erneut abhob, wurde dieselbe Nachricht noch einmal abgespielt. Neben der merkwürdigen Aufnahme fand Rosemarie es auch seltsam, dass der Anruf überhaupt zustande kam, da sie und Josef kürzlich ihre Festnetznummer geändert hatten und niemand... Ja, wir haben Sie da auf der Liste. Bon, là, c'est la publicité. Ok, je vais vous expliquer un peu la dernière partie là. En fait, la dame dit qu'un jour, elle est couchée comme ça. Elle entend un bébé pleurer à côté de leur maison, de leur concession. Elle sort, elle trouve un bébé dans la poussette. Elle dit, mais ça c'est quoi? Quelque temps après, le téléphone de leur maison, le fixe sonne. Elle va au téléphone et il y a un message qu'elle suit de sa fille qui lui dit que
maman, excuse-moi, mais je vous dépose encore le 4e enfant parce que je ne peux toujours pas m'en occuper. Elle se rend compte que mais non, ce n'est pas une voix naturelle. En fait, le message est préenregistré. Elle raccroche. Elle dit à son mari que mais ce n'était même pas ma fille, même au téléphone, mais c'était comme si c'était un enregistrement. Quelque temps après, le téléphone sonne encore. Et quand elle décroche, la même chose se produit. Et elle se pose donc la question que mais... effectivement, elle se pose la question que mais... Quelle est cette personne? Comment ma fille ou bien cette personne a un autre numéro, puisque ça ne fait pas longtemps qu'on a changé tous nos numéros. Notre numéro de fixe, il n'y a que mon mari et moi et nos enfants. Comment cette personne ou bien ma fille qui n'est pas là depuis, qui est partie depuis, peut avoir le numéro? Donc ça prouvait déjà que tout ça c'était les manipulations de monsieur Joseph Fritz. Tout ça c'était ses manipulations. Donc dès qu'il voyait qu'il n'y a plus trop de place en bas, il faisait monter un bébé. Ça c'est la publicité. Im Nachhinein berichteten auch andere von Anzeichen. Josefs Schwägerin erzählte, dass er jeden Morgen um 9 Uhr in den Keller ging und erklärte, er arbeite dort an Bauplänen und baue neue Maschinen für seine Kunden. Er warnte jedoch, dass ihn niemand stören oder in den Keller kommen dürfe, während er arbeite. Die Fritzels vermieteten auch ein Schlafzimmer in ihrem Haus, das sich direkt über dem Keller befand. Ein Mieter berichtete, dass er nachts Geräusche hörte und seine Bedenken an Josef weitergab. Doch Josef versicherte ihm stets, dass es sich nur um defekte Rohre oder Geräusche des sich setzenden Hauses handele. Ein anderer Mieter... Tous les jours, il n'y a que lui qui descendait à la cave. Et il avait donné des instructions fermes à sa famille, qu'il est en train de travailler sur des machines, des clients, puisqu'il était un ingénieur électricien. Et qu'il peut arriver qu'il y ait des bruits, que personne ne s'en inquiète et que surtout, que personne ne vienne frapper à la porte, à la porte de la cave parce que lui, il est concentré en train de travailler. Le travail là, c'était les viols envers sa fille. Entre-temps, comme leur maison c'était une balèze maison quand même, hein, une grande bâtisse, il avait donné une chambre en location ou bien des chambres en location. Et il y a un locataire qui lui disait que vraiment je suis un peu dérangé parce que dans la nuit, moi j'entends des bruits, j'entends comme des conversations, c'est comme s'il y a des gens qui viennent vivre. Le monsieur était dépassé parce que pour lui c'était comme si la maison était hantée. Et le monsieur lui disait que mais non, tu sais moi je suis électricien, j'y travaille de temps en temps, parfois même tard dans la nuit. Et parfois les bruits que tu entends, ce sont les tuyaux qui font parfois les bruits et tout. Donc ne t'inquiète pas, il n'y a rien. Vous voyez ça? Hein? Vous voyez comment on peut être un manipulateur? Der über einen Zeitraum von 4 Jahren dort lebte, bemerkte, dass sein Hund mitten in der Nacht plötzlich wachsam wurde, schnüffelte und grundlos knurrte. Der Mieter durchsuchte das Haus, um herauszufinden, was seinen Hund beunruhigte, fand aber nie die Kellertür oder etwas anderes Verdächtiges. Weder seine Frau noch seine Familie oder die zahlreichen Mieter, die im Laufe der Jahre dort wohnten, hatten genügend Verdacht, um Josefs merkwürdige Verhaltensweisen zu melden. Selbst als er immer mehr Zeit im Keller verbrachte, in einem separaten Bereich des Hauses lebte und oft die Nacht im Keller verbrachte, behauptete er, dass er eigentlich auf Geschäftsreisen sei. Die Mieter bemerkten sogar, dass Josef regelmäßig Tüten mit Lebensmitteln, Baumaterialien, Geräten und Möbeln in den Keller brachte. Il y avait même plusieurs locataires au niveau de la maison. Un jour, le chien d'un des locataires est allé au niveau de la cave, il s'est arrêté, il a reniflé. Et son maître se demandait, mais pourquoi est-ce que mon chien n'est pas tranquille? Pourquoi est-ce qu'il agit comme ça? Il y a quelque chose. Mais lui, il n'a rien vu. Il n'a même pas vu la porte qui amenait vraiment à la cave. Il s'est juste arrêté comme ça à l'entrée. Et les autres locataires disaient que, mais il y avait des moments où M. Fritz mentait qu'il partait en congé, mais il restait longtemps dans la cave. Et que beaucoup de locataires avaient constaté que il sortait souvent de là avec des plastiques et parfois il rentrait dans la cave avec des provisions. Mais c'est parce qu'il alimentait la famille qui vivait dans la cave, sa deuxième femme qui n'était nulle autre personne que sa propre fille et ses petits-fils qui n'étaient que ses fils biologiques.
Donc, de temps en temps, il fallait ravitailler la cave et puis il fallait sortir les poubelles. Dennoch erregte dies nicht genügend Verdacht, um die Behörden zu alarmieren. Trotz der tragischen Umstände, unter denen ihre Kinder geboren wurden, liebte und versorgte Elisabeth die 3 Kinder, die bei ihr lebten, so gut sie konnte. Ermittler und Reporter äußerten sich beeindruckt und inspiriert davon, wie gut es Elisabeth trotz der schwierigen Bedingungen gelang, ihre Kinder zu erziehen. Elisabeth bat Josef regelmäßig um Bücher, damit sie ihren Kindern das Lesen und Schreiben beibringen konnte. Außerdem sorgte sie dafür, dass sie durch den Fernseher und das Radio, die Josef ihnen gestattete, etwas über die Welt draußen und ihre Kultur erfuhren. 1994, nachdem Elisabeth ein 4. Kind zur Welt gebracht hatte, erlaubte Josef, das beengte 35 Quadratmeter große Gefängnis auf etwa 55 Quadratmeter zu erweitern, was einer Vergrößerung von über 50% entspricht. Nach der Erweiterung bestand das versteckte Gefängnis aus einem schmalen 16-Fuß-Korridor, einem Lagerraum, 3 kleinen offenen Zellen, die durch schmale Durchgänge verbunden waren, 2 Schlafbereichen mit jeweils 2 Betten, sanitären Anlagen und... Bon, je vais traduire un peu pour ceux qui ne comprennent pas l'allemand. En fait, quand elle a eu le 4e enfant, elle a supplié son père-mari d'agrandir un peu la cave. Et pour qu'il passe de où c'est 35 mètres carrés à 55 mètres carrés. Et c'est comme ça qu'il y a eu 2 cellules, comme je vous disais là, donc au lieu de, c'est pas des chambres, 2 cellules et puis un semblant de salon. Die Decken waren so niedrig, dass sie in einigen Bereichen nur eine Höhe von 1,70 Meter erreichten und an den höchsten Stellen bis zu 1,80 Meter reichten. Dies führte dazu, dass Stefan fast ständig gebückt gehen musste, was zu Gehproblemen führte. Um die Erweiterung zu Un des enfants qui était plus grand était obligé de se courber tout le temps parce que la hauteur n'était pas ça. Vous savez, les caves n'ont pas la hauteur normale puisque c'est généralement des endroits aménagés juste pour parquer des choses. C'est pas aménagé pour qu'on y vive et qu'on y vive longtemps. Donc, la cave avait en moyenne une hauteur de 1,70 m. Donc, un enfant qui a 1,80 m devait avoir des problèmes pour y circuler. Donc, l'enfant, il y a un des enfants qui était grand, qui était obligé de se courber et ça fait que il est resté courbé et ça a déformé sa morphologie, sa démarche et tout ça. Zwang Josef die unterirdische Familie, die Wände mit bloßen Händen auszugraben. Er warnte sie davor, die Innenseite der Kellertür zu berühren, da sie sonst einen tödlichen Stromschlag erleiden würden. Außerdem drohte er, dass sie bei einem Fluchtversuch sofort vergast würden. Die Polizei bestätigte später, dass es keine Gaszufuhr zum Keller gab und dass dies wahrscheinlich eine Drohung war, um die Familie einzuschüchtern. Josef bestrafte die Familie. À un certain moment, il a dit à la famille qu'il ne faut jamais essayer d'ouvrir la porte parce que sinon on sera électrocuté, on sera même pris par le gaz, on sera asphyxié et tout. Mais il n'y avait rien de tout ça. C'était juste des menaces pour qu'il n'essaye jamais de s'échapper. Auf andere Weise für selbst kleinste Anzeichen von Ungehorsam. Neben dem wiederholten physischen und sexuellen Missbrauch schaltete er zur Strafe die gesamte Stromversorgung des Kellers ab oder verweigerte die Versorgung mit Lebensmitteln und Wasser. Dadurch mussten Elisabeth und später auch ihre Kinder tagelang hungrig, durstig und in völliger Dunkelheit leben. Am 19. April 2001. Quand il ne se comportait pas, quand la famille, dont les enfants et la fille, ou bien les petits-enfants et la femme, comme vous voulez, ne se comportaient pas comme ils voulaient, il coupait l'électricité et parfois il les laissait même enfermer des jours durant. Non seulement ils étaient affamés, mais ils étaient sans électricité. Vous voyez jusqu'à quel niveau quelqu'un peut devenir un démon. Un démon. Donc ce sont des gens qui ne veulent même pas qu'on touche à leur autorité. Das höllische Gefängnis nur noch eine Woche lang das Zuhause von Elisabeth und ihren 3 Kindern sein. An diesem Tag verlor die 19-jährige Kerstin, eines von Elisabeths Kindern, das noch bei ihr lebte, das Bewusstsein. Zum ersten Mal überhaupt ging Josef auf Elisabeths Bitte ein, medizinische Hilfe zu holen. Er erlaubte Elisabeth, nach draußen zu gehen, um ihm zu helfen, Kerstin ins Auto zu tragen. Es war das erste Mal, dass sie seit 24 Jahren die Außenwelt sah. Nachdem Kerstin im Auto war, sperrte Josef Elisabeth wieder mit den anderen Kindern in das Verlies und fuhr dann ins örtliche Krankenhaus. Bei ihrer Ankunft im
Donc là, Kerstin, c'est cette jeune dame, elle a 19 ans. Elle va tomber malade, elle va perdre connaissance. Et sa maman, Elisabeth, va supplier le papa, Kerstin, Joseph Fritzl, s'il te plaît, je ne veux pas que ma fille meure. Amène-la à l'hôpital. S'il te plaît, s'il te plaît. Bon, c'est la première fois qu'il entendait, il écoutait les supplications de sa fille et qu'il acceptait. C'est comme ça donc il a fait sortir la petite de 19 ans, elle s'est installée dans la voiture, il a refermé la porte avec les codes qu'il connaissait et il a donc amené à l'hôpital. Et c'est donc elle, quand elle va arriver à l'hôpital, et ils vont croire que, bon, ils vont croire que c'est un père et sa fille. Oui, c'est un père et sa fille. Mais après, voilà, les révélations vont donc sortir. Donc, vous voyez comment Dieu fait souvent des choses. Ce jour-là, l'Éternel avait décidé, les enfants sont restés dans la cave, ne voyant pas la lumière du jour. Oui, 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 oui. Ils étaient non scolarisés. Mais quand même, la maman se battait, puisque elle avait été enfermée presque à 18 ans. Donc, elle se battait, puisque elle savait quand même lire et écrire. Donc, il lui apportait des petits livres, des journaux, ils avaient quand même la télé. Donc, elle a quand même appris à ses enfants à lire et à écrire, comme elle les pouvait. Voilà. Donc, vous voyez comment Dieu peut passer parfois même par une maladie. Ce jour-là, Dieu avait décidé, après 24 ans, de les libérer. Et il a donc fait que celle-là soit malade à mort. Et comme il avait déjà fait l'expérience d'avoir brûlé un corps de bébé, et que ça n'avait pas été facile, ça a égayé beaucoup de soupçons, il s'est donc dit, oh, si elle meurt ici, j'aurai trop de mal à dissimuler un corps d'une personne de 19 ans. Donc là, il a eu peur, il fallait donc l'amener à l'hôpital. Et c'est là où on a découvert, c'est comme ça, c'était le jour de leur libération. Im Krankenhaus waren die Ärzte sofort besorgt, da Kerstins Haut so weiß wie ein Gespenst war. Ihre Haut war so blass, dass man leicht ihre Adern sehen konnte, und einige bemerkten, dass sie fast durchsichtig wirkte. Sichtlich verwirrt fragten die Ärzte Josef nach dem Namen des Mädchens, um ihre und die Krankengeschichte ihrer Familie nachzuschlagen. Zu ihrer Überraschung war Kerstins Name jedoch nicht in der Datenbank zu finden. Es schien, als hätte sie bis zu diesem Maintenant, quand on amène la petite, elle est totalement blanche, elle est presque mourante. Elle était transparente, c'est ce que le journaliste a dit. Le journaliste dit qu'elle était presque transparente, au point où on pouvait lire toutes ses veines, à partir de sa peau. Et on lui demande alors que, bon, écoute, donne-nous le nom de ta fille. Il donne le nom, on tape. On ne voit pas ce nom-là dans le système de santé. Puisque ici en Europe, presque tout le monde est assuré. Donc même quand tu n'as pas ta carte de santé sur toi, il suffit seulement que tu donnes ton nom. On te retrouve. Mais elle, rien. Zeitpunkt nicht existiert. Bei der Untersuchung stellten die Ärzte fest, dass Kerstin sich in einem kritischen Zustand befand, da sie unter akutem Nierenversagen und mehreren anderen gesundheitlichen Problemen litt, die durch einen Vitamin-D-Mangel verursacht wurden. Voilà. Donc elle avait un problème, les nieren, comment on appelle ça? Les reins, voilà. Les reins étaient déjà en train de s'arrêter de fonctionner et elle avait un manque criard de vitamine D. Et il fallait rapidement faire quelque chose, il fallait vraiment la soigner. Hektisch, Kerstin sei eine seiner Enkelinnen. Ihre vermeintlich noch jüngere als zunächst angenommene Altersgruppe erhöhte die Besorgnis der Ärzte und sie bestanden darauf, dass Josef Kontakt zur Mutter aufnimmt, um herauszufinden, was los war. Die Ärzte wurden zunehmend misstrauisch und irritiert. Maintenant, les médecins disent alors que, mais comment ta fille ne peut pas être assurée alors que toi tu es un ingénieur, tu as toujours travaillé et tout. C'est là où il dit alors, non, c'est plutôt ma petite fille, c'est la fille de ma fille. On lui dit, mais comment? Fais venir donc la maman chez qui elle était, parce que la maman doit nous dire comment elle mange et tout, parce que ça va nous aider à mieux poser le diagnostic pour savoir comment la soigner. Da Josef fast alle wichtigen Fragen nicht beantwortete oder ihnen auswich. Da ihre Zweifel an Josefs Geschichte wuchsen, beschlossen sie am 21. April, die Polizei zu alarmieren. Um Kontakt mit Elisabeth aufzunehmen. Comme le monsieur ne racontait pas, ne disait pas des choses normales, concordantes, il était très très vague dans ce qu'il disait. Ils ont soupçonné que quelque chose n'allait pas. C'est comme ça que le 21 avril, donc, ils décident d'appeler la police. Parce que le cas était... Il n'arrivait pas à comprendre.
Ils n'arrivaient pas, c'est comme ça donc ils vont appeler la police. Startete die Polizei einen öffentlichen Aufruf, in dem sie bat, dass sie sich melden sollte, um Kerstins Krankengeschichte zu klären. Sie öffneten den alten Fall von Elisabeths Verschwinden erneut. Josef hielt an seiner Geschichte fest. Maintenant donc, entre-temps, la police dit mais comment, elle sort donc d'où? Puisque la mère avait disparu depuis. Oui, nous sommes au courant qu'elle avait disparu. Maintenant, qu'est-ce que la police va faire? On va donc passer ça dans les médias. Dire que madame, votre fille est malade, elle est très malade, on a besoin de vous. Si vous voulez qu'on la sauve ou qu'on la soigne, il faut que vous vous présentiez et tout et tout. Entre-temps, elle est dans la cave enfermée. Hein. Elle allume la télé, elle voit ça. Elle voit ça, mais elle va faire comment? Il n'y a que le monsieur pour venir la prendre. Dass Elisabeth mit einem Kult davongelaufen sei und legte sogar einen weiteren Brief vor, den er sie im Januar desselben Jahres hatte schreiben lassen. Der Brief war in der Stadt Kempten abgestempelt. Die Polizei wandte sich an einen Experten für Kulte, der den Brief als merkwürdig und vorgeschrieben empfand und die Existenz des angeblichen Kults in Frage stellte. Währenddessen bat Elisabeth Josef eindringlich, sie ins Krankenhaus zu lassen. Eine Woche später, am 26. April, erlaubte Josef ihr schließlich, ihn ins Krankenhaus zu begleiten, jedoch mit der strikten Anweisung, an der erfundenen Geschichte festzuhalten. Andernfalls würde sie Konsequenzen tragen müssen. Er erlaubte auch, dass die beiden verbleiben. Jusque-là, le pervers narcissique là, il n'a pas encore compris que son règne est fini. Il repart donc à la maison dans la cave. Il dit à la fille, écoute, on demande que tu te présentes pour soigner la petite et tout. Mais dès qu'on va aller là-bas, il faut que tu restes dans la logique de l'histoire que je te fais écrire depuis. C'est-à-dire que tu es rentré dans une secte, tu ne veux pas de contact avec la famille, oui, c'est toi qui déposais les enfants. Si tu tentes de dire autre chose, tu vas voir ce que je vais te faire. Donc il continue à menacer. Il n'a pas encore compris que c'est fini pour lui. Il n'a pas encore compris que le piège se referme sur lui. Kinder ins Haus gebracht wurden, während sie ins Krankenhaus gingen. Bei ihrer Ankunft wurden Josef und Elisabeth sofort von der Polizei festgenommen und getrennt befragt. Zunächst war Elisabeth zurückhaltend und ängstlich, sprach sehr leise und vermied Blickkontakt. Die Ärzte und Behörden vermuteten zunächst, dass Elisabeth eine missbrauchende Mutter war und dass ihre schlechte Behandlung und Vernachlässigung ihrer Tochter... Et dès que la fille arrive à l'hôpital, on les a séparés. On a mis le papa de l'autre côté, la fille de l'autre côté. Et on a commencé à les interroger. Et au départ, Elisabeth était très calme. Elle ne voulait pas regarder les policiers en face. Elle évitait de les regarder. Et elle parlait doucement. Elle avait peur. Elle avait peur. Et après, bon, ça va se détendre et tout. Et entre-temps, la police était sûre qu'il s'agit ici d'une maman négligente qui a négligé la santé de sa fille. Peut-être là où elle était partie dans sa secte, l'enfant ne mangeait pas bien et tout et tout. Mais ils ne s'apprêtaient pas à entendre ce qu'ils allaient entendre. Kerstins Gesundheitsprobleme geführt hatten. Doch schnell hinterfragten sie diese Theorie, als sie feststellten, dass Elisabeth dieselben gespenstischen Merkmale hatte. Weißes Haar und blasse Haut. Elisabeth war zunächst nicht bereit, mit der Polizei zu kooperieren, bis diese ihrer einzigen Forderung nachkam. Sie wollte ihren Vater nie wieder sehen müssen. Nachdem die Polizei ihr das zugesichert hatte, erzählte Elisabeth ihnen alles. In den folgenden Stunden... Après on lui demande mais comment? Et c'est là où un médecin attire l'attention pour dire que mais comment? On ne peut pas dire qu'elle a été négligente, elle s'est mal occupée de sa fille, c'est pour ça que sa fille est malade, puisque elle-même, elle représente les mêmes symptômes. Sa peau est très pâle, et puis, puisque ça faisait 24 ans qu'elle n'avait pas vu le soleil, qu'elle n'avait vu aucun rayon de soleil. Donc c'est comme ça qu'elle va donc dire, ok, avant que je ne commence à parler, je ne veux plus jamais voir mon père. On lui dit, comme tu as dit, on va te mettre en sécurité. Tu ne le verras plus jamais. Dis-nous donc tout. Et c'est comme ça qu'elle va donc tout déballer. Et là, la police va tomber des nues. Berichtete sie von ihren 24 Jahren in Gefangenschaft, dem geheimen Verlies, dem ständigen körperlichen und anderen Missbrauch, der sogar vor ihrer Inhaftierung begann, sowie den zahlreichen Kindern, von denen einige von ihr weggenommen wurden. Sie schilderte auch unvorstellbare Details, wie ihr Vater sie zwang, Erwachsenenfilme anzusehen, um die Szenen anschließend mit ihm vor den Augen ihrer Kinder nachzustellen und sie dadurch zu erniedrigen und zu traumatisieren.
Bref, ça ce n'est plus important, donc, puisque je vous ai tout raconté. Donc c'est là où elle va raconter tout à la police, comment elle a accouché, comment certains enfants sont morts, comment de temps en temps, quand le mari constatait que, le père constatait que la cave était trop petite, il faisait monter les enfants, il lui faisait écrire des lettres. C'était une histoire terrible. Je crois que c'est en 2009 hein, que ça a pris fin. Elle a été comme ça libérée hein, par un coup, une histoire terrible de la maladie de cet enfant-là. Bref, c'est juste pour vous dire qu'il y a des papas, comme ça. Il y a des papas qui ont vécu des choses dans leur enfance qui font que ces papas-là terrorisent leur famille et l'enfant est sous l'emprise parce que tout ce qu'elle écrit même là, ça laisse dire beaucoup de choses, même son nom d'artiste. Si on veut décoder, c'est l'idole. L'idole veut dire que, bon, l'idole, ça peut être Lydie, j'imagine, hein, je ne connais pas son nom de famille. Mais je me dis que l'idole, c'est son nom d'artiste, ça peut être Didi ou je ne sais quoi. Mais ce n'est pas un nom pris au hasard, puisque ça sonne un peu comme le mot idole. Or, on est idole par rapport à un dieu. Idole veut dire que je suis un dieu ou une déesse et j'ai mes fans. Hein? Et mon fan numéro 1 peut être mon père, hein? Mon fan numéro 1 peut être mon parent, dans tous les sens, dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Donc c'est un code. Et ce sont les psychologues, les policiers et qui doivent travailler sur tous ces aspects-là pour mieux comprendre ce qui se passe depuis dans la famille de cette fille. Voilà pourquoi on dit chez nous que la mort ou bien le vol, c'est un sorcier. Parce que la mort d'une personne, que ce soit dans la famille ou bien à l'extérieur de la famille, comme là, et il a tué une personne qui n'est pas de la famille directe, mais ça éclabousse sa famille. Et si on était dans un pays normal, ça pousserait des enquêteurs à faire des enquêtes approfondies. Donc la mort expose, puisque quand vous perdez un membre de la famille, regardez par exemple, nous autres, on savait que Nkoundé a été un grand lion, il a gagné 2 Coupes d'Afrique, il a été en quart de finale de la Coupe du Monde, donc ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas... Mais on a été surpris de voir des images, quand on va à la maison où Nkoundé a rendu l'âme, on se pose des questions, on dit, mais comment on en est arrivé là? Voilà des images qu'on n'aurait pas dû connaître ni voir si Koundé n'était pas mort, par exemple. Donc la mort, c'est toujours quelque chose qui expose, qui permet aux gens de rentrer dans votre intimité, ne serait-ce que par rapport au deuil. Eto est obligé d'aller là-bas voir la maison. Et comme Eto, lui, il est célèbre, les chaînes de caméra se déplacent avec lui, on filme, Donc vous voyez, la mort, ça humilie, ça expose, ça fait beaucoup de choses. C'est comme ça. Voilà pourquoi quand on est averti, on évite ce genre de scandale. On évite ce genre de scandale. Et quand vous regardez tous les poèmes, les slams que cette fille écrit à son père, il peut avoir aussi une dimension d'une personne avec son bourreau. Avec son bourreau et qui a sombré dans ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire qu'un bourreau t'a tellement fait du mal qu'à un certain moment, tu tombes amoureux de lui, tu commences à l'aimer même, tu commences à le respecter même dans ta souffrance. Tu acceptes ça comme étant une fatalité et tu n'arrives pas à t'en défaire. Qui sait si c'est le cas? On ne peut pas savoir. Je vous ai dit que ce live-là, c'est pour se poser des questions. Et maintenant, moi, ce qui m'étonne, c'est que comment comprendre? Est-ce que quand on va parler, vous allez dire que oh, vous ne respectez pas les temps, vous exposez les choses, mais on doit se poser des questions. Fleur de Lys, emmerdeuse internationale, reine des mouches, diffame quelqu'un depuis 2021, pardon. Aujourd'hui, nous sommes en 2027, ça fait 4 ans, elle a été condamnée, elle a négligé, après elle a fait appel, elle a voulu passer par la ruse et tout. On lui demande de payer 10 millions d'amende, on lui décerne un mandat d'incarcération. Je suis pour elle parce qu'elle est allée trop loin et c'est une fille qui fait trop de bêtises, comme je l'ai souvent dit dans les lives. Elle a fait beaucoup de mal aux gens. Moi, j'ai commencé à combattre cette fille-là depuis. Et quand j'ai vu comment elle allait montrer là où les filles vendaient le piment, aujourd'hui quand tu sors, on ne te parle plus d'Eto et de Roger Milan, on te parle seulement du piment. Oh, vous les Camerounaises, le piment a fait ceci, ceci a fait cela. Tout ça, c'est à cause de Fleur de Lys. Nous sommes contre la prostitution, comme je l'ai toujours dit. Mais nous n'allons pas fouiller les prostituées qui se cachent parce que nous estimons que nous avons une jeunesse à préserver, nous avons une jeunesse à éduquer et ce n'est pas à nous de venir montrer des bêtises à la jeunesse.
Oui, au nom de la liberté des peuples aujourd'hui, on peut dire c'est mon corps, chacun a son corps, il décide d'en faire ce qu'il veut. Mais pour nous les chrétiens, notre corps ne nous appartient pas, il est le temple du Seigneur et on ne peut pas en faire ce qu'on veut. Mais bon, là, selon le monde, chacun a son corps, il est libre de faire. Oui, mais on n'est pas obligé de venir ça à la jeunesse. On n'est pas obligé de venir parler de certaines choses devant les jeunes. Parce que les jeunes qui nous écoutent, on ne sait pas comment ils prennent ça, comment ils analysent ça, comment ils interprètent ça. D'autres consomment ça bêtement comme parole d'évangile. Ils vont faire des choses et après il y a des conséquences. Par exemple, elle vient souvent avec cette histoire de Aplakali, j'ai le ventre plat, j'ai le ventre. Voilà une jeune femme qui dernièrement, ou c'est à Tchang, ou c'est à Baganté, ou c'est où là, à Bafoussam, est allée se faire charcuter et elle est morte. 2 jeunes filles de Bafia qui voulaient avoir des rondeurs ont délayé du cube dans de l'eau et elles se sont injectées au niveau des fesses pour avoir des grosses fesses. Hein? Voilà pourquoi allez faire vos chirurgies esthétiques, allez faire vos njansang, allez faire vos prostitutions, mais ne mettez pas ça sur la toile. Parce que derrière un accent, il y a une nationalité. Derrière des dires, il y a une image à préserver. Nous ne sommes pas des saints, mais nous faisons le maximum pour ne pas être toxiques dans ce que nous voulons vendre à la jeunesse. C'est de ça qu'il s'agit, pas de plus. Donc moi, j'ai toujours tiré sur elle parce que j'ai toujours vu en elle le mauvais exemple de la société que malheureusement beaucoup de gens idolâtrent. Hein? Que moi j'appelle des mouches. Que moi j'ai appelé des mouches à l'époque. Et je leur ai démontré pourquoi est-ce que je les appelais les mouches. Parce qu'elles n'étaient qu'une grosse merde. Et ce sont, les mouches suivent la merde. Et quand elles sont sur la merde, et ils déposent des asticots, rien de bon, rien à faire avec des abeilles qui devraient produire du miel. Les abeilles, ce sont des gens qui suivent, qui produisent du miel, qui font quelque chose de bon pour l'écosystème. Mais les mouches sont là pour consommer la merde et y déposer des asticots. Point barre. Et les asticots que ces mouches déposent, c'est quoi? C'est les injures, les insultes, c'est la diffamation, c'est ceci, c'est cela, et tout le reste. Donc moi, j'étais même pour qu'on l'enferme depuis, indépendamment même de cette affaire de Raymond Tchengan et tous les scandales qu'elle a eu à faire sur la toile. Hein, filmer les maisons, les violations de domicile, la publication des images privées, l'exposition de l'état sérologique d'une maman, beaucoup de gaffes qu'elle a eu à faire sur la toile. L'autre jour, la maman des Bogos a fait une liste de, je crois, 128 ou 138 personnes à qui elle a fait du mal. À un certain moment, il faut qu'elle sache s'arrêter. Mais en même temps, je me pose la question, est-ce que, quelle que soit la diffamation, est-ce que la diffamation peut être au-dessus d'un meurtre, d'un crime, d'un assassinat? Parce que ça, c'est la question qu'on doit se poser maintenant. Comment expliquer que Fleur de Lys soit à Kondengui et que Dagobert Moafo soit encore en train d'être, ou c'est dans les cellules, je ne sais pas ce qu'on nous raconte. Est-ce que dans un pays normal, la diffamation est plus que l'assassinat? Comment est-ce que la diffamation dans un pays peut être plus que l'assassinat? Fleur de Lys devait aller à Kondengui. Pour moi, c'est clair. Mais est-ce qu'elle devait y être avant moi, Dagobert? Moi, ça, c'est la question que moi, je me pose, hein, objectivement. C'est pas que, vous savez que moi, je ne supporte aucune de toutes ces filles qui sont sur la toile pour parler des conneries. Il y en a quand même, quand on regarde, on voit qu'elles s'améliorent, elles font l'effort de ne plus être dans la bassesse et tout ça. Ce que je salue et que j'apprécie. Mais comment est-ce que on puisse comprendre que dans un pays normal, quelqu'un se lève, il va s'armer d'un couteau. Oh, il avait perdu la tête, minalmi. Quand on perd la tête, virgule, on égorge soi-même. Point. Quand on perd la tête, virgule, on s'en prend à son propre enfant. Là, on peut comprendre. Quand tu perds la tête, tu oublies là où le couteau se trouve. Tu oublies là où ton poignard est. Mais lorsque tu perds la tête, et que tu sais encore, malgré la perte de la tête, là où tu as caché ton poignard, tu retires ton poignard, tu as le nombre exact des enfants du voisin qui sont dans la maison au moment T. Ça, tu n'oublies pas. Tu arrives dans la maison, tu dis, je suis venu pour 3 personnes, je suis venu vous tuer. Les 2 premiers étant avertis et tout, ils prennent les sissongo. Le naïf reste là, il regarde la télé.
Il ne s'imagine même pas que le tonton là qui l'a porté, qui le porte, qui l'appelle tout le temps tonton, qui boit les bières avec son père, va lui faire ce qu'il va lui faire. Il prend ça pour du jeu, il ne réalise pas. Et quand il tchouk, tu me fais mal, tu me blesses. Et qu'il ne s'arrête pas. Toujours dans la perte de la mémoire, il continue jusqu'à la gorge. Jusqu'à ce que le petit meure, même s'il n'est pas mort sur place. Quand tu poignardes au niveau d'un pays comme le Cameroun, avec encore une arme blanche, rouillée, parce que quand on dit que ce truc était empoisonné, ce truc, nous savons très bien qu'au niveau du pays, parfois, les familles n'ont même pas souvent les moyens, il n'y a même pas une réelle politique sanitaire pour veiller à ce que les enfants aient tous les vaccins demandés. Le couteau, le poignard que moi j'ai vu là, sale comme ça, avec des vieilles taches de sang dessus. Rouillé partout. On te pique ça. Même ici en Allemagne, ça devait être dur hein, de sauver cet enfant. Ça devait être difficile de sauver cet enfant. Et il pique, il retire. Parce qu'il y a une différence entre tu piques, le poignard reste. Parce que pour retirer encore ça, même quand ça reste, à l'hôpital, on ne retire pas ça bêtement. Parce qu'en retirant, ça sectionne encore d'autres choses. Donc, quand il tchouk, ça coupe beaucoup de choses. Au moment de retirer, ça recoupe encore d'autres. Hein? Et il tchouk ça à l'enfant, pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois. L'enfant là devait vivre comment? Tous les virus qui étaient dessus, les bactéries qui étaient dessus, qui sont allées directement dans le sang. Hein? L'enfant là ne pouvait pas survivre. Est-ce que ça a besoin, ça n'a même pas d'abord besoin d'avoir le poison? Parce que ce n'était pas conservé de manière stérilisée. Hein? Même lorsque quelque chose comme ça semble être propre, si on prend là et tout, on va voir des bactéries, des virus et tout. Combien de fois l'autre là, à l'œil nu même d'abord, on voit qu'il y a la rouille. Hein? Donc, il a assassiné cette femme parce qu'il a planifié. Il est allé à la maison, il a pris le truc dans la cachette. C'est pas comme un couteau vulgaire qui est placé quelque part. Le genre d'arme là, on cache ça à un endroit précis. S'il avait perdu la tête, il aurait fallu qu'il ne se rappelât pas là où il lui cachait l'arme. Mais il a retrouvé, il s'est rappelé de là où l'arme était. Il avait le nombre exact des enfants dans la tête. Il arrive, il dit que je veux les 3. Hein? Je suis venu vous tuer. Il s'en prend à un enfant. Il va même suivre les autres. Il n'arrive pas seulement à rentrer parce que les portes sont verrouillées. Donc si les deux autres n'avaient pas fui, on ne serait pas en train de pleurer Mathis, on serait en train de pleurer Mathis et ses frères et sœurs. Mais ce monsieur n'est pas à Kondengui. Hein? Il n'est pas à Kondengui, ça fait déjà 14 jours. Moi, je ne suis pas une spécialiste du droit, je ne sais pas ce que les textes disent là-bas, mais quelle est cette garde à vue qui dure comme ça 14 jours? Même si on devait faire les enquêtes, ce monsieur serait déjà à Kondengui. Comment se fait-il que Fleur de Lille, qui n'a pas planifié ses injures, hein, ou bien qui n'a pas planifié son arrestation au pays, soit en Kondengui, passe déjà une belle nuit à Kondengui, et moi, faut être encore dehors. Mais c'est bizarre. C'est bizarre. Et quand nous, on va dire que ce pays-là ne fonctionne pas comme il faut, vous allez venir nous dire que non, il faut respecter les institutions. Respecter les institutions veut dire ne pas dire la vérité. Mais vous-même, vous voyez que le pays-là fonctionne comme il faut. Moi, je suis pour que, je vous ai dit depuis que je suis pour que Fleur de Lille fasse quelques semaines en prison, même si c'est 4 semaines, 5 semaines. C'est qu'elle va beaucoup apprendre pour le restant de ses jours. La prison, c'est un centre correctionnel, c'est pour infliger une correction, c'est pour corriger. Ce n'est pas pour tuer, elle ne va pas mourir. Mais elle va apprendre et elle saura ce qu'il ne faut plus faire. Elle saura que la vie ne tient qu'à un fil et que les asticots ne peuvent pas grand-chose pour elle. Les mouches ne peuvent pas grand-chose pour elle en dehors de déposer les asticots. Et vous savez que les asticots se déposent lorsqu'il y a putréfaction. Lorsqu'il y a mort, lorsqu'il y a décomposition, c'est là où les asticots se déposent. Et que si elle ne fait pas attention, ces asticots-là, ces mouches-là, qui produisent les asticots vont l'entraîner un jour à la ruine. Parce qu'au pays, il y a les bavures. Hein? Il y a les bavures au pays.
Même là, en prison, elle n'est pas en sécurité. Ou on dit qu'on l'a logé dans quel quartier. On s'en fout. La prison, c'est la prison. Ce qui est sûr, elle va sentir ça sur elle. Maintenant qu'elle est en prison, les asticots, les mouches et leurs asticots sont à quel niveau? Les mouches sont chez elle. Hein? Chaque mouche est chez elle. Ou bien va à ses occupations. S'occupe de ses enfants. Parce qu'aujourd'hui, j'entends de plus en plus, oh, maman Anna va faire comment? Maman Anna va faire comment? Elle fait d'abord comment quand Fleur de Lille la laisse et va faire une semaine, un mois dehors. Bon, cette même Fleur de Lille, j'ai dit que ça c'est un direct où on se pose des questions. Cette même Fleur de Lille, qu'est-ce qu'elle va faire au Cameroun tout le temps comme ça? Moi, c'est des questions que je me pose. Donc, vous allez me dire que tous les 2 mois ou les 3 mois, elle paye un billet d'avion, 1500 ou 2000 euros ou 3000 euros, égal, seulement pour aller voir le Cameroun et rentrer. Mais nous sommes en Europe. Généralement, quand on va au Cameroun, c'est pour des choses sérieuses. Je peux comprendre que quelqu'un dise que je vais au Cameroun parce que je voudrais assister peut-être à la fondation de ma maison. Je voudrais mettre telle chose sur pied. Ou bien je suis allé pour le deuil de tel. Un but précis. Mais elle, actuellement même, maman Anna est en Europe. Fleur de Lille ne peut pas nous dire qu'elle est allée au Cameroun rendre visite à sa mère. Elle ne peut pas nous dire qu'elle est allée au Cameroun rendre visite à son père. Elle ne peut pas nous dire qu'elle est allée au Cameroun assister aux funérailles d'une personne très chère à elle. Qu'est-ce qu'elle va faire au Cameroun comme ça tout le temps, tout le temps? Personne ne peut aller au Cameroun comme ça pour rien, tout le temps, tout le temps. Non, donc c'est curieux, c'est un peu... quand on réfléchit bien, on ne comprend pas. Comment moi je vais payer un billet d'avion à 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros? Aller juste au Cameroun comme ça, passer 2 semaines et revenir. Sans bénéfice. Mais moi, les gens que je vois ici, la diaspora camerounaise en Allemagne, en Suisse, au Canada, aux États-Unis, quand ils vont au pays, c'est qu'ils ont envoyé des conteneurs à hauteur de millions qu'ils veulent dédouaner et quand sur place, placer les produits, se faire un peu de bénéfices, profiter pendant leurs vacances, suivre peut-être leur chantier, assister peut-être à tel funérailles. On fait d'une pierre peut-être 3 ou 4 coups. Mais par an, elle est au Cameroun peut-être 5 ou 6 fois. Qu'est-ce qu'elle y va chercher? Et après on vient vous dire que maman Anna, mais si maman Anna était si importante, qu'est-ce qu'elle allait chercher au Cameroun? Elle s'était vantée ici, elle s'est tapé la main sur la poitrine qu'elle va aller au défilé du 20 mai. On l'a invitée au 20 mai. Elle a fait un direct ce matin pour demander à ses abeilles de ne plus insulter le monsieur qui est son frère. Elle va former d'autres dans le métier. Mais c'est ça, c'est curieux. Parce que, est-ce que cette fille n'appartient pas à des cercles? Hein? Parce que même la maison, bon, supposons même que ce soit sa maison. Moi, je ne suis même pas dans, ce n'est pas sa maison, ce n'est pas... Elle dit que c'est sa maison, et oui, allons du fait, bon, comme que c'est sa maison. Même si c'était sa maison, ça avait été sa maison, est-ce que si elle était sage, elle devait en parler? Alors qu'elle a des problèmes même en France, où elle était l'amie de quelqu'un qui a détourné des fonds à la mairie, et c'est pour ça qu'on avait saisi l'immeuble dont elle se vantait que c'était son immeuble. Une autre fille, elle devrait, même si elle était en chantier, elle ne devrait pas exposer ça. Elle ne devrait pas exposer parce que cette bâtisse-là, même si c'est sa bâtisse, ça peut être hypothéqué. Ça peut être hypothéqué. Donc, elle n'est pas sage, quelque part. Il faut être intelligente. Moi, et quand les gens vont parler, vous êtes jalouse du manoir, vous êtes jalouse du manoir de Mafo. Mais est-ce que vous savez ce que les autres ont? C'est parce que les autres ne parlent pas, ne montrent pas. La diaspora camerounaise en Allemagne, vous parlez de quoi? Il y a des ingénieurs ici, des médecins, et ils ont des immeubles en Europe. Des immeubles, que quelqu'un achète un immeuble comme ça, peut-être avec 4, 6 appartements. Tous les mois, il a par exemple 5000 euros de loyer. Rares sont les immeubles au Cameroun qui peuvent donner, les petits immeubles normaux là, qui peuvent donner 5000 euros de loyer. Ils ne parlent pas. Tu les vois là, ils sont simples. Même quand il y a des fêtes là, ils sont responsables, ils sont tellement humbles. Vous faites trop de bruit comme ça parce que vous êtes des tonneaux vides. La diaspora suisse, la majorité des maisons à Odia, ce sont les filles qui sont en Suisse qui ont ces maisons. Oui, c'est vrai, on dit que c'est des vendeuses de piments ou je ne sais quoi et tout et tout. Mais est-ce que vous les voyez venir se pavaner sur la toile? Oh, j'ai ceci, j'ai mon manoir. Tu as le manoir plus que qui? Il y a les filles là en Suisse qui déposent les immeubles au pays de 8 appartements.
Les meublés de 8 appartements, 10 appartements, elles ne se vendent pas. Hein? Il y a les Solange Bila qui ont les prix de vie. Elles parlent comme ça de temps en temps pour motiver. Mais elles ne restent pas là que mon manoir. Mais ça, c'est la vie des parvenus. Et ça ne peut jouer que contre vous. C'est la vie des parvenus. On n'en a pas besoin. Et comme je le disais dans un live, quand vous venez nous présenter vos investissements, il n'y a pas de problème, c'est une bonne chose, peut-être pour certains, mais une sagesse française ne dit-elle pas que pour mieux vivre, vivons cachés? Il y a une sagesse française, vous pensez que je mets le masque pour rien? Je mets le masque parce que j'ai peur de qui? Hein? Les services secrets me connaissent. Mais je ne veux pas, je sais ce que la Starmania fait, parce qu'au lycée là-bas, nous on était les stars au lycée. Mais je veux passer en route incognito. Je vais être incognito en route. Certaines personnes me connaissent, connaissent mon visage. Mais quand je marche en route, oh, c'est Chasserie comme ça, oh, c'est Chasserie comme ça. Non, 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 non. Pour mieux vivre, il faut vivre caché. Hein? Mais c'est terrible, on ne veut pas comprendre. Parce que les vrais gens même qui travaillent ne peuvent pas aller au Cameroun 4 fois par an. Parce que les congés ici, ça aussi entre... Bon, tout dépend si on travaille 40 heures, 48 heures, 30 heures par semaine, parce que le congé dépend du nombre d'heures que tu fais. Donc, les congés, généralement, c'est de 21 jours à 30 jours par an. Hein? Par an. Donc, rien que ces descentes fréquentes au pays, vous prouvez qu'elle ne travaille nulle part. Elle n'a aucun bulletin de paye. Ceux qui sont même alors installés à leur propre compte, alors eux c'est grave parce qu'ils sont leurs propres patrons. Ils doivent payer les employés, ils doivent payer le service d'hygiène, ils doivent payer. Donc ceux-là, même quand ils sont en voyage, ils ont toujours leurs ordinateurs. Pendant qu'il est même dans la chambre d'hôtel, il est en train de travailler. Même quand ils sont en congé, ils sont tout le temps connectés, en train de voir est-ce que tout se passe bien, est-ce que ceci, est-ce que cela. Parfois, il y a des choses au bureau qui ne vont pas. On est obligé d'appeler la patronne. Parce que il y a des choses que ne signe que la patronne. Il y a des choses qu'on peut signer sous ordre de la patronne. Mais il y a des choses qu'il n'y a que la patronne qui peut signer. Donc, même quand les patrons, là, ceux qui sont indépendants et tout, qui ont des bureaux, qui emploient des gens, même en congé, ils n'ont pas de congé en tant que tel. Et vous voyez donc des gens comme ça qui vont au pays 4, 5 fois par an. Ça veut dire que ces gens-là ne travaillent pas. Ils n'ont aucun bulletin de paye. Comment vous expliquez donc à la jeunesse d'où vous vient cet argent qui vous permet de les manoirs? Et quand vous demandez ça, il dit, vous êtes, on veut bien, c'est qui vous plaît, montrez vos biens. Mais avant de montrer vos biens, expliquez à la jeunesse comment vous gagnez de l'argent. Expliquez à la jeunesse quelles sont vos charges. Expliquez à la jeunesse quels sont vos revenus. Et dites à la jeunesse que lorsque vous avez fini de payer vos charges, il vous reste ceci, et ça vous permet de faire une tontine de comme ça, et c'est quand vous prenez la tontine, vous faites comme ça. Là, ça sera des lives édifiants. Ça sera des lives édifiants. Mais je pense que ceux-mêmes qui travaillent, et certains qui font ce genre de live, ils ne donnent même pas totalement leur chiffre d'affaires. Moi, je suis souvent les trucs d'investir au pays. Je n'ai jamais vu investir au pays dire que j'ai fait telle conférence, j'ai gagné tel nombre de livres. J'ai fait, pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'on sache exactement quel est son chiffre d'affaires. Puisque dans la nuit, il y a des choses là qu'il va peut-être vouloir cacher. Parce que quand tu es surtout dans le milieu du fisc, hein, à partir de ceci, de telle information, tu peux calculer et voir quel impôt la personne doit payer. Et peut-être que la personne paye moins. Hein? Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de gens ne pas souvent donner leur chiffre d'affaires ou bien les bénéfices qui se font. Ils peuvent parler comme ça de manière vague et tout. Mais ça, c'est ce qui devrait intéresser la jeunesse. Voilà ce que je gagne. Quand je gagne ceci, voilà mon rythme de vie. Si vous voulez atteindre tel objectif, ayez tel rythme de vie. Donnez-vous des prix fixes pour des objets fixes, pour des objets précis. Dis-toi par exemple que je suis une femme. Mon pantalon ne doit pas dépasser plus de 20 €. Mon sac à main ne doit pas dépasser 50 €. Et je ne dois pas acheter plus de 10 sacs à main par année. Je dois faire comme ça, voilà comment je vis. Et avec mes petits revenus là,
vu mon rythme de vie, vu mon ceci, vu mon hygiène, je ne bois pas, je ne fume pas, ça me permet de faire par exemple ma petite tontine de 500 € tous les mois. Et au bout d'un an, j'ai fait presque 4 millions. Quand j'enlève là 1500 €, je prends mon billet où c'est Ethiopia Airlines, ou je ne sais pas si c'est le porte-bagage. Je prends mon billet porte-bagage, j'ai quand même même à 2000, j'ai quand même un 4000 qui reste. Et avec le 4000 € là, je fais ceci. Et après, je reviens. Les dons par-ci, par-là, peut faire quand on a déjà assez. Oui, mais même les dons, ce serait donc bien de venir, d'être, mais ça ne peut pas être toujours les dons et les dons et les dons. Ces gens-là ne partent pas au pays. Ils vont payer